Bonjour, je salue avec beaucoup de plaisir les quelques 600 participants inscrits à ce débat du Cercle des managers d'immobilier. Au fond, rien de surprenant à ce succès parce que si le Cercle devait démontrer qu'il est toujours collé aux préoccupations du moment, bien, il le ferait aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que le Cercle des managers d'immobilier est tout à l'heure l'une des dirigeante avec moi de ce cercle. Émilie Jousset va nous dire un mot d'accueil, mais que ce cercle s'est aujourd'hui même institutionnalisé. Ça fait 1 an qu'il existe, mais désormais c'est une association. Je laisserai à Émilie le soin d'être un peu plus précise. Ça ne change pas notre vie, c'est simplement pour dire que voilà, on s'inscrit dans la durée. C'était une génération issu du premier confinement. On voulait qu'il y ait un lieu pour continuer à se rencontrer, à se rassurer sur la possibilité de continuer à travailler pour le logement et l'immobilier. Eh bien, lorsque cette crise sera terminée, on sera toujours là. Voilà, c'est une façon de dire cela et notre acte de naissance n'a que cette signification. Pour le reste, et Émilie le rappellera, c'est un lieu de grande liberté de parole et de totale indépendance. Alors, un lieu écuménique qui va aujourd'hui prouver d'ailleurs qu'il est écuménique, et je vais citer nos invités en les remerciant de nous consacrer du temps. Je vais d'abord accueillir les 2 représentants, les 2 présidentes et présidents des 2 organisations professionnelles leaders aujourd'hui qui représentent les métiers de l'administration de biens, de la transaction et les métiers connexes. Que sont Daniel Dubrac et Jean-Marc Torolion. Alors, ils vont apparaître, ils vont pouvoir nous saluer. Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être là. Merci beaucoup. Voilà, présidente de l'UNIS, c'est écrit derrière. Voilà, donc il y a un petit affichage. Je suis sûr que Jean-Marc Torolion va avoir une marque aussi distinctive. Bonjour Jean-Marc, président d'AFNAI. Bonjour, écoutez, très heureux d'être là et je salue l'ensemble des invités qui vont débattre avec nous. C'est un plaisir. Jean-Marc, c'est au revers qu'il a un cube jaune. Hein, voilà, on peut le remarquer. Bon, et puis je peux bien dire que, parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure en off, backstage, que ces visios sont un peu intrusives. Alors, on est dans le domicile ou dans le bureau de nos débatteurs. C'est selon, bon, Jean-Marc, en fait, était au vert, hein, voilà, et il a bien voulu, pour les besoins de la cause, reprendre du service, même s'il n'arrête jamais. Donc, on le remercie tout particulièrement. Comme je vais remercier, alors je remercie aussi d'ailleurs parce que Jean-Marc, c'est le petit nouveau. Si ma mémoire est bonne, et Dieu sait s'il prend part à des débats, l'AFNAIM a déjà représenté par d'autres dirigeants pris part à des débats du cercle, mais ça n'était pas le cas du président lui-même, donc il est le petit nouveau. On avait déjà eu évidemment Daniel Dubrac, et puis 2 autres intervenants de choix. Je vais saluer et faire apparaître à l'écran Roselyne Conan, la directrice générale de l'Agence nationale d'information pour le logement, l'ANIL. Bonjour Roselyne. Bonjour Henri, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, Adil, c'est écrit derrière aussi, voilà. Hein. Ils sont tous très, très corporate. Et alors, je ne sais pas d'où va nous parler, parce que d'abord, il est très nomade, mais aujourd'hui, très clairement assigné à résidence à Paris, parce que c'est l'examen du projet de loi qui l'y conduit. Michael Nogal, député de Haute-Garonne, président du Conseil national de l'habitat, et puis je dirais aujourd'hui tout particulièrement rapporteur sectoriel, rapporteur pour le logement du projet de loi climat-résilience. Monsieur le député, cher Michael. Bonjour Henri, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aussi. Ce n'est pas ma première, donc, mais je suis toujours heureux de retrouver les professionnels de l'immobilier. Et je salue Roselyne aussi, avec qui et pour qui j'ai une bonne nouvelle, puisque elle le sait, dans la loi climat et résilience, nous avons intégré hier soir le rôle prépondérant des ADIL dans l'information juridique et l'accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique. Eh bien, on va sûrement en parler et monsieur le député est devant un DPE, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Alors,
Voilà. Je le montre en détail. Puisque c'est le message que je m'efforce de répéter. Le DPE nouvelle génération, ça a changé. Et donc, à partir du 1er juillet, il faudra compter sur ce nouveau DPE. On va en parler. Alors, on va en parler. Voilà, je dis tout de suite, avant de passer la parole à Émilie Jousset, l'une des dirigeantes du cercle, trésorière aussi. Hein, voilà, dans une association, il faut une trésorière, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais elle est surtout l'une de celles qui pilote l'organisation de ces réunions. Donc, avant de donner la parole à Émilie, je dis que on va bien sûr parler du projet de loi. Là, on est dans l'actualité la plus brûlante, mais on va parler peut-être aussi de la loi énergie-climat, sous le régime de laquelle on vit encore, mais sans doute aussi du nouveau DPE ou peut-être de la RE 2020. Voilà, donc le champ pourra être élargi par les orateurs. Je le dis pour Roselyne, je le dis pour Michael Nogal et les présidents de fédération. Émilie, la parole est à toi pour un mot d'accueil et on entre dans le vif du sujet. Merci Henri, merci beaucoup. Oui, effectivement, on a souhaité pour les 1 an en fait de notre cercle et de cette nouvelle conférence se structurer, s'organiser. Donc le cercle devient une association dans laquelle on retrouve donc les fondateurs, Benjamin Darmouni en tant que président, Henri en tant que secrétaire général, et je suis entourée évidemment de François-Emmanuel Borel qui sera le vice-président, d'Evelyne Vivier-Renoux, la responsable de la communication, et on s'est associé avec Henri Gast, le président du CPAI, qui sera responsable de nos relations publiques. Donc, je garde la trésorerie, comme l'a précisé Henri, mais pour nous, c'était important que ce cercle prenne toute sa valeur juridique pour organiser ces belles conférences. C'est certain que ce soir, les sujets vont être nombreux. Il n'est pas question, évidemment, de contrarier la rénovation énergétique du parc immobilier français. Mais nos premières interrogations, c'était de se demander si on était sûr que les Français allaient pouvoir suivre, surtout au cœur de cette grave crise économique, quoi qu'on en dise. C'est vrai qu'au cercle, on a l'impression d'un enthousiasme qui gagne tout le monde, l'État comme les organisations professionnelles, et on se demande si on a même le droit d'être réservé parfois. Ici, il faut bien l'avouer, c'est pas la pensée unique et on se permettra toujours de nuancer. Nos auditeurs le savent et je les salue encore ce soir d'être aussi nombreux. On a toujours fait preuve de réalisme, d'explications claires et précises. Et évidemment, on se demande toutes les souscriptions et le chiffre de 180 000 qui a été annoncé pour MaPrimeRénov', est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que c'est pas juste le nombre de connexions ou de simulations? Quand on sait aujourd'hui qu'on a des difficultés à réunir les assemblées générales de copropriétaires et que les bailleurs n'accéderont à cette prime qu'en juillet. Donc, on se demande, et vous allez y répondre ce soir, chers débatteurs, merci encore à tous d'être là et d'avoir répondu présent, si on ne se prend pas un peu sur la faisabilité vraiment de ce projet. Et évidemment, on parlera, vous nous répondrez comment contrôler les bailleurs qui, en majeure partie, s'autogèrent et ce qui se passera en cas de vote négatif de ces travaux par les copropriétés. Donc, évidemment, comme tous les professionnels qui nous regardent ce soir, j'ai une question qui se pose à chaque ligne de la lecture de ce texte. Donc, je vais m'arrêter là, mais je réinterviendrai quand on parlera des accompagnateurs. Et Henri, je te laisse lancer le débat. Merci, Émilie. Alors, on a organisé ce débat en 2 parties. Une partie qui a vocation à être courte, mais extrêmement précise et précieuse, de présentation du projet de loi en l'état, puisqu'on est en pleine procédure d'examen, et on pourra aussi parler, je l'ai dit, des textes corollaires. Donc on va tendre une toile de fond sur laquelle ensuite le débat va s'engager pour être sûr qu'on ne parle pas de mesures qui ne figureraient pas ou ne figureraient plus dans le texte. Et cette mission est confiée à Roselyne Conan, très légitimement. On connaît le rôle des ADIL et de l'ANIL dans l'information. Là, c'est l'information, évidemment, d'un texte en construction, mais elle va le faire avec beaucoup de compétences. Et Michael Nogal interviendra avec elle aussi comme il le voudra, et notamment parce qu'il est, il est à la manœuvre pour la construction du texte. Michael, peut-être un premier propos sur la chronologie, justement, pour qu'on sache quand ce projet de loi sera une loi, c'est-à-dire un outil de travail pour les professionnels et aussi une référence pour les particuliers, propriétaires, bailleurs ou copropriétaires ou propriétaires occupants. Voilà, donc une précision sur le cours des choses dans lequel
tu t'inscris aujourd'hui, évidemment, comme rapporteur. Et quand je dis aujourd'hui, je crois que c'est vraiment aujourd'hui. C'est aujourd'hui. En effet, on a commencé même hier soir, hier après-midi et hier soir. On continue ce soir à partir de 21h. Donc, pour ceux qui s'ennuient à la maison, à 21h, vous pouvez vous connecter sur le live de l'Assemblée pour suivre les débats. Ensuite, la fin du texte Climat et résilience à l'Assemblée en première lecture, ce sera ce week-end. Nous allons certainement siéger ce week-end. Et ensuite, le texte sera transmis au Sénat. On espère une adoption définitive de la loi d'ici fin septembre, début octobre, au plus tard avant le début de l'examen des lois de finances. Voilà. Il faudra attendre des textes d'application aussi. Je parle de la partie logement qui nous intéresse le plus. Il y aura des décrets ou des arrêtés? Il y aura quelques décrets. Il y en a assez peu, mais oui, il y a toujours des textes d'application qui sont nécessaires. Et donc là aussi, avec des délais plus ou moins longs, mais ça fait partie, oui, du lot de chaque loi. D'accord, parfait. Pour être encore plus précis, 2 lectures dans les 2 chambres. L'urgence n'a pas été déclarée sous ce texte? Alors, si, on a une procédure accélérée, ce qui fait qu'après la première lecture dans chaque chambre, la commission mixte paritaire se réunira. Pour rappel, la loi Elan avait fait l'objet d'une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire que les sénateurs et les députés se mettent d'accord et trouvent un compromis sur une version du texte après l'examen dans les 2 chambres. Et donc, ce sera le cas, en tout cas, on aura cette réunion de commission mixte paritaire. Honnêtement, vu les enjeux politiques et vu la densité du texte, je doute que les députés et les sénateurs se mettent d'accord, mais quoique, il peut y avoir des surprises. Et dans tous les cas, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas, ça repassera en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et enfin, adoption définitive par l'Assemblée nationale. Voilà, quel dernier mot? Alors, c'est un point important, hein, en particulier parce que le cercle est là pour faire passer des idées et que ça n'est pas en pure perte. Hein, on est vraiment dans un mécanisme de construction. Tout à fait. Et la Constitution le prévoit de cette façon-là. Est-ce qu'on peut dire aussi combien, parce que je crois que c'est assez surprenant, hein, combien d'articles il y avait au début, combien on en a d'ores et déjà, ou combien on risque d'en avoir, pour prouver que ce texte, il évolue, il n'est pas figé? On a commencé à 65 ou 69 articles et on va certainement dépasser, j'imagine qu'on dépassera à la fin les 200 articles, comme la loi Elan à l'époque. On avait commencé autour d'une 60aine d'articles, on avait fini à 204 ou 214. Roselyne nous précisera, elle doit le savoir. Moi, je ne l'ai plus en tête, mais oui, c'est forcément des mesures, des articles supplémentaires. Et en fait, il faut se rendre compte qu'une mesure supplémentaire qui est ajoutée et qui n'est pas liée à un article existant fait l'objet d'un article supplémentaire. D'où le fait que ça gonfle vite. Parfait. Merci beaucoup. Alors, la parole est à Roselyne pour une présentation à sa manière, comme elle le veut, de ce qui concerne le logement dans ce projet de loi, mais encore une fois, elle pourra aussi partir sur d'autres textes. Encore le DPE est derrière Michael Nogal, on va sans doute l'évoquer. Je voudrais aussi qu'on garde en tête une autre disposition qui a concerné les agents immobiliers ou les administrateurs de biens, non pas en tant que tels, mais parce qu'ils sont commerçants, hein, et qu'ils ont pignon sur rue pour beaucoup d'entre eux. C'est la question des enseignes lumineuses, de la publicité, mais aussi du boitage. Voilà. Alors, ça a été un sujet de préoccupation, mais Daniel ou Jean-Marc le diront mieux que moi. Donc, on pourra s'attarder un peu là-dessus. Ce n'est pas un sujet logement, c'est un sujet commerce. En tout cas, c'est un sujet climat, résilience. Roselyne, je me tais. Merci Henri. Alors, peut-être en propos introductif, je pense que ça n'a échappé à personne que les 3 arrêtés ce matin au JO sur les DPE viennent compléter les derniers éléments qui nous manquaient pour l'entrée en vigueur du nouveau DPE au 1er juillet 2021, avec bien sûr la nouvelle présentation, comme nous le disait Michael, les nouvelles modalités et puis l'opposabilité bien sûr au 1er juillet. Donc ça, c'était vraiment un petit sujet actu. Donc sur le texte effectivement initial qui comportait 69 articles au moment de son dépôt, dont 20 en lien direct avec le logement. Donc effectivement, il s'est étoffé depuis.
Alors peut-être rapidement pour évoquer les différents sujets qui vous intéressent directement. On a à la fois des sujets sur les baux d'habitation que je vais détailler, des sujets sur la copropriété, notamment avec les plans travaux, enfin, on le verra. Et puis, le sujet introductif évoqué, qui est l'article 7 du projet de loi, donc sur le sujet des vitrines lumineuses, où là, on ouvre la possibilité d'interdiction de publicité digitale dans les vitrines de commerce. Donc, c'est vrai que là, je laisserai peut-être les professionnels de l'immobilier réagir. Donc, voilà, d'après ce que j'ai pu lire, effectivement, des premières réactions, le côté lumineux qui permet justement à ces annonces immobilières d'être bien comprises, d'être bien vues, le fait de pouvoir supprimer cette possibilité pourrait vraiment créer une véritable problématique à la fois de compréhension pour ces candidats locataires ou candidats acquéreurs s'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une bonne lecture par ces publicités digitales dans les agences immobilières. Donc voilà, pour le moment, le texte n'est pas encore définitif, mais à être vigilant sur cet article 7 du texte. Roselyne, sur l'article 7, il renvoie, peut-être que je relancerai Michael là-dessus, mais il renvoie, me semble-t-il, au pouvoir du maire. Hein. C'est-à-dire qu'il crée la faculté pour les maires d'interdire ou de ne pas interdire. C'est ça. D'accord. Il y a une mesure que des communes d'interdire l'utilisation par les commerçants dans leurs vitrines ou pour leurs enseignes des dispositifs digitaux lumineux. Donc, voilà, donc on est sur le code de l'environnement en fait. Très bien, donc vitrine ou affichage d'enseigne. J'évoquais tout à l'heure une autre disposition, c'est un autre article, mais il est à proximité, interdiction de boitage. Interdiction désormais de mettre, pour le dire plus joliment, dans les boîtes à lettres des immeubles, des copropriétaires, des flyers publicitaires. Ça aussi, ça a été réglementé par le législateur, en tout cas en l'état du projet de loi. Alors, sur le sujet, je n'ai pas forcément creusé la question, mais c'est vrai que alors c'est dans le projet de texte. Je crois que c'est l'article 9, si ma mémoire est bonne, mais on demandera peut-être à Michael tout à l'heure d'y réagir s'il l'a en tête, même si c'est pas c'est un sujet qui nous touche peut-être directement. On va dire nos sujets ADIL. Bien sûr. Nous touche direct peut-être un peu moins, mais c'est vrai que ça touche directement les professionnels de l'immobilier. Alors peut-être pour balayer et avoir un petit panorama des différentes dispositions qui sont logements dans ce projet de texte, un sujet important qui est en lien directement avec la rénovation des logements par les bailleurs. Donc c'est toutes les nouvelles interdictions qui sont liées avec les interdictions d'augmenter les loyers pour les logements qui sont énergivores. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur certains secteurs en zone tendue qui sont soumises à l'encadrement des loyers, déjà des dispositions qui sont applicables, mais l'interdiction d'augmenter les loyers des logements énergivores, elle serait étendue à l'ensemble du parc locatif privé. Donc, ce qui marque effectivement une contrainte pour les bailleurs et une mobilisation à la rénovation, bien sûr, de ce parc locatif. Et puis, à terme, des échéances 2025-2028 qui visent à rendre impossible, il serait interdit de louer les logements qui sont classés F et G à différentes échéances, avec bien sûr une coordination avec les dispositions qui sont liées à la décence et qui sont également applicables au 1er janvier 2028. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Donc les baux d'habitation et puis l'interdiction de mettre en location des logements très énergivores. Le diagnostic de performance énergétique collectif, donc le DPE collectif. Donc là, il s'agirait d'introduire en fait une obligation pour l'ensemble des immeubles dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 et ne serait plus limité donc aux seuls immeubles qui sont équipés d'installations de chauffage ou de refroidissement et qui sont soumis au statut de la copropriété.
Donc là, c'est évidemment l'objectif de prendre de l'information, d'informer les occupants de ces immeubles et ces propriétaires pour les accompagner vers la rénovation énergétique. Hein. On ne rénove que ce qu'on connaît bien. Et donc, on aura des mesures qui entreraient en vigueur au 1er janvier 2024 pour les immeubles en monopropriété et puis 31 décembre 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 et 31 décembre 2025 pour les copropriétés d'au plus 50 lots. Peut-être si on reste sur le sujet… Je me permets, Roselyne, d'insister sur une phrase que tu as prononcée. Tu as dit on ne rénove bien que ce dont on connaît bien l'état. Pas d'obligation de rénovation. Il y a une obligation de connaître la situation. Ça s'appelle le diagnostic. Et ensuite, on pourra évidemment imaginer quels sont les travaux nécessaires, mais il n'y a pas d'obligation aujourd'hui dans le projet de loi. Alors, dans ces immeubles, potentiellement, on a des bailleurs. Donc, voilà, potentiellement, on a des bailleurs qui doivent mettre en location des logements avec une qualité énergétique que l'on a évoquée ensemble. Donc, forcément, les bailleurs, ils seront invités à terme à rénover leur logement, puisque finalement, ils seront bloqués, y compris dans l'application de la révision du loyer. On ne pourra pas augmenter les loyers, on ne pourra plus réviser et on ne pourra même pas, au changement de locataire, augmenter les loyers. Donc, c'est un enjeu incitatif, finalement, pour que le propriétaire retrouve sa faculté de faire évoluer son loyer dans le temps si son logement respecte certains critères de performance. C'est clair. Et c'est vrai que pour les autres catégories d'occupants, on va dire, les propriétaires occupants, on est sur des dispositifs incitatifs, donc nationaux notamment, comme on l'a évoqué, MaPrimeRénov', et puis des aides qui peuvent se cumuler avec notamment des aides des collectivités locales, dont le site de l'ANIL assure le recensement avec plus de 1500 aides des collectivités locales dont vous pouvez prendre connaissance, qui peuvent être des majorations d'aides de l'ANA ou des aides purement liées à la réno, mais pas que, des aides à l'adaptation, des aides aux travaux plus globalement. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est d'arriver à bien comprendre et de savoir ce que l'on peut mobiliser lorsque l'on s'engage dans une réno. D'accord. Et en amont. Si je continue, alors sur les sujets logement, sur la copropriété, le projet de loi, donc, il introduit l'obligation pour certaines copropriétés d'élaborer un plan pluriannuel de travaux et de fait, donc, cela porte modification des conditions de mise en œuvre du fonds de travaux. Et donc là, ces dispositions, elles auraient un calendrier d'entrée en vigueur qui s'échelonnerait entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025. Donc là, la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux sera obligatoire dans les copropriétés de plus de 15 ans, comprenant des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. Et il y aura une obligation d'actualisation tous les 10 ans à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble. Et il y aura aussi, dans le cadre de ce plan, la commission spéciale, elle propose de compléter le contenu du projet de PPT par une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d'économie d'énergie permettraient d'atteindre. Donc, là, à voir effectivement ce que ça devient. Et puis les copropriétés qui auraient réalisé un DTG, concluant en l'absence de nécessité de réaliser les travaux dans les 10 années à venir, elles seront dispensées l'obligation, bien sûr, d'élaborer un projet de PPT sur la période de validité du diagnostic. Voilà. Donc, il y a d'autres éléments en lien, comme je disais, sur les fonds de travaux. Comme vous le savez, les copropriétés ont l'obligation de mettre en place des fonds de travaux pour faire face à ces dépenses qui ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Et donc là, la notion d'obligation, je pense une adaptation, puisqu'il y avait une notion de création de ce fonds au-delà de 5 ans, de la réception, là on passe à 10 ans, ce qui paraît un peu plus cohérent. Et puis là, ça va concerner l'ensemble des copropriétés, indépendamment du nombre de lots qui la composent. Avant, les petites copros de moins de 10 lots, elles pouvaient en décider de ne pas l'instituer par un vote à l'unanimité. Donc là, on va le rendre vraiment obligatoire. Et puis, on recentrerait aussi
l'utilisation des fonds serait recentrée pour faire face à certaines dépenses qui sont identifiées justement dans le projet. Je vais peut-être aller en plus dans le détail. Un petit mot sur des questions. Roselyne, moi, j'ai une question sur. Je vous rappelle qu'il y a un chat, hein, mais ça y est, les participants connaissent bien la règle du jeu, mais je le dis pour de nouveaux entrants. Vous pouvez poser vos questions. Elle m'inspire quand je relance nos débatteurs, et on se réserve à la fin aussi un moment dédié aux questions. Sur le nouveau mode d'abondement du fonds de travaux, puisque tu as signalé que la création du plan pluriannuel de travaux entraînait une modification du mode de calcul de cette épargne appelée auprès des copropriétaires. On se rappelle que dans la loi Allure, puisque c'est une disposition issue de la loi de 2014, c'était 5% minimum du budget de la copropriété qui était appelé auprès des copropriétaires. On va vers quel mécanisme lorsque la loi aura été votée? Est-ce que tu l'as en tête? Et autrement, encore une fois, Michael peut aussi. Lorsqu'un plan a été adopté, le montant de la cotisation annuelle ne pourrait être ni inférieur à 2,5% du montant des travaux prévus dans le plan adopté, ni inférieur à 5% du budget prévisionnel. D'accord, parfait. C'est très clair. Et en l'absence de plan, le montant de la cotisation annuelle ne pourrait être inférieur à 5% du montant du budget prévisionnel. Voilà, donc lorsqu'il y aura plan pluriannuel de travaux, la référence seront les travaux préconisés et décidés sur la base de ce plan pluriannuel de travaux à hauteur minimum de 2,5% de leur montant. D'accord, c'est très clair. Je te laisse. Qui finalement ne reste pas très élevé. Alors, on va voir. Donc, tu nous dis que ce n'est pas très élevé. C'est vrai que quand on le lit comme ça, on peut se dire que ça n'est pas très élevé. On demandera aux praticiens aussi, hein, que sont Jean-Marc et Daniel, parce qu'ils sont syndics eux-mêmes, leur regard sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions? Et après, Michael va prendre le relais aussi. Alors, il y a des dispositions sur l'accession à la propriété avec l'audit énergétique en cas de vente immobilière. Et puis après, ce sont peut-être des dispositions un petit peu plus en lien avec l'urbanisme et l'artificialisation des sols, où là, je pense qu'on est peut-être moins notre cœur de débat d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'on soit hors sujet, mais on va se centrer sur ce qui pèse sur le patrimoine, on va dire. Merci, Roselyne. Michael, des compléments à cet égard? Alors, aussi bien sur ce qu'on a évoqué rapidement au début, mais qui compte la partie publicité, boitage, qui concerne les commerçants, et puis sur la partie logement, bailleur, obligation bailleur et obligation copropriété. Est-ce que tu as des compléments? Peut-être tout simplement parce que des choses se construisent encore dans la loi, dans le projet de loi. Alors, d'abord, pour parler des articles 7 et 9, donc l'article 7 sur la publicité lumineuse et l'article 9 sur le nouveau système de WePub. La publicité lumineuse, en effet, on renvoie au pouvoir du maire. Vous savez qu'il existe des règlements locaux, justement, de la publicité. On renvoie, en fait, au maire la possibilité de déterminer le territoire où il souhaite mettre en place l'interdiction de ce type de publicité. Non pas que le législateur veuille se décharger sur les élus locaux, mais c'est plutôt même une demande des élus locaux qui, en fonction du type de commerce qu'ils ont sur leur territoire, en fonction comment dire, c'est plutôt ça qui a fait qu'on a délégué ce pouvoir au maire et qu'il n'y a pas de mesure, et je veux être assez rassurant là-dessus, il n'y a pas de mesure coercitive nationale comme c'était craint au départ, et très légitimement d'ailleurs, puisqu'au départ, le périmètre de la mesure était plus large que celui-là, ce qui a été demandé en tout cas par la Convention citoyenne pour le climat. Donc on a restreint et on fait en sorte que ce soit les élus, et donc voilà, s'il y a des sujets à régler, ils doivent se régler au niveau de la commune. Très clair. Sur l'article 9, vous connaissez tous le stop pub. L'idée, c'est d'avoir une expérimentation pendant 3 ans pour instaurer un système de WePub, c'est-à-dire que seuls les Français qui souhaitent continuer à recevoir la publicité le signalent sur leur boîte aux lettres, en fait, plutôt que de dire je ne veux pas de publicité, oui, j'en veux. Et donc, l'idée, c'est de réduire la quantité de papier qui est distribué, quand bien même le papier se recycle bien.
il y a une volonté de réduire ces distributions. Ce n'est pas sans poser de questions d'un point de vue économique pour différents secteurs, le secteur de l'imprimerie, le secteur de la distribution. Donc là aussi, l'outil utilisé est celui de l'expérimentation et il faudra faire un bilan dans 2 ou 3 ans de ce qu'aura donné cette expérimentation. Si je reviens sur les articles liés au logement, Roselyne a été très complète. Peut-être dire que des articles 39 à 45, l'ensemble des éléments se combinent. C'est-à-dire que du nouveau DPE auquel on donne une assise législative, en plus de ce qui a été fait dans la loi Elan et des chantiers, du chantier réglementaire qui vient d'aboutir, le DPE, il faut intégrer le double seuil qui sera maintenant la règle à partir du 1er juillet. C'est un changement majeur parce que de là découle beaucoup de mesures qu'on a votées par la suite et qu'on va voter ce soir, à savoir qu'on met sur le même niveau les émissions de CO2 avec la consommation d'énergie. Auparavant, l'étiquette retenue pour un logement, c'était la consommation d'énergie et on donnait l'indication des émissions de gaz à effet de serre uniquement en plus, c'était une information supplémentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une information supplémentaire, c'est dans l'étiquette qu'on retient du logement, l'étiquette la moins bonne entre la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui est retenue. Donc très concrètement, si en consommation énergétique jusqu'à aujourd'hui vous étiez en D et que quand on regarde les émissions de CO2, vous êtes en E, l'étiquette qu'on retient, c'est l'étiquette E pour le logement. De là découle la trajectoire d'interdiction de mise en location. L'interdiction de mise en location, c'est le degré de coercition qu'on a retenu avec le gouvernement alors que la Convention citoyenne souhaitait rendre obligatoire pour tous les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, la rénovation dans des délais très, très courts. Le choix qu'on a fait avec à la fois le président de la République qui a été clair là-dessus et puis le gouvernement et aussi la majorité, c'est de dire que de notre côté, on veut dissocier l'acte de mise en location et le fait de vivre dans le logement dont on est propriétaire. C'est deux choses différentes parce que mettre en location un bien et y mettre une autre personne que soi-même, c'est aussi une certaine responsabilité pour une autre personne et donc ça implique des mesures plus contraignantes qu'on assume. Et moi, je crois que c'est le degré et le curseur de coercition utile à la fois pour inciter tout le monde à aller vers la rénovation. Je rappelle que les aides à la rénovation, les aides publiques à la rénovation, comme les C2E, sont ouverts à la fois aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs. Mais il était important dans cette loi d'envoyer le message aux propriétaires bailleurs que s'ils ne rénovent pas leur logement à partir d'une certaine date, ils ne pourront plus le mettre en location. Et Roselyne a évoqué l'article 41 qui est, j'allais dire, un signal préalable à cette interdiction de mise en location, à savoir le gel de l'augmentation des loyers à partir de l'année prochaine, puisque la mesure entre en vigueur 1 an après la promulgation de la loi climat et résilience. Donc ce sera vraisemblablement fin 2022, pour dire aux propriétaires, voilà, on ne va pas aller dans la contrainte supplémentaire d'ici 2025, par exemple, pour les logements G, ou d'ici 2028 pour les logements F. Par contre, vous ne pourrez plus, entre 2 locations, augmenter le loyer comme c'est autorisé, évidemment, aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie trajectoire. Et je dois dire aussi que je comprends, et Daniel et Jean-Marc auront l'occasion de s'exprimer là-dessus après. Je sais que c'est un signal très fort qu'on envoie à l'ensemble de la communauté immobilière, parce que c'est un vrai changement. Maintenant, c'est un changement qui a été souhaité par l'ensemble des parlementaires de tous les bancs. Je veux insister là-dessus parce qu'on a des débats, et vous connaissez les parlementaires impliqués sur le logement, de Stéphane Peu du groupe communiste à Vincent Descoeur qui connaît très bien le sujet de la rénovation énergétique chez les Républicains. Il y a eu un consensus et un vote à l'unanimité sur cet article 42 avec cette trajectoire que j'ai indiquée: 2025 les logements G, 2028 les logements F, 2034 les logements E.
au total, c'est 4,4 millions de logements. Donc, c'est important. D'où aussi les mesures qui viennent dans les articles suivants, à savoir les guichets d'information en lien avec les maisons France Service, l'accompagnement et l'information notamment donnée grâce aux ADIL dans tous les départements, et surtout aussi un gros changement qui est issu des propositions de la mission Sichel. Vous savez, le directeur général délégué de la Caisse des dépôts qui a été missionné par le gouvernement pour faire des préconisations. On a retenu des préconisations faites par Olivier Sichel, la création de la mission d'accompagnement avec des accompagnateurs Rénov qui se chargeront d'accompagner, j'allais dire de A à Z, l'ensemble des ménages qui se lancent dans la rénovation énergétique. Et cet accompagnement sera obligatoire à partir d'un certain seuil qui n'est pas encore fixé, à partir d'un certain seuil, d'un certain montant de travaux, parce qu'on tient à ce que l'argent mobilisé, à la fois l'épargne des Français et puis les aides publiques et des C2E, et puis éventuellement des aides supplémentaires d'Action Logement ou des collectivités locales, on tient à ce que cet argent il soit bien utilisé, parce qu'il faut reconnaître une chose aussi, c'est que par le passé, on n'a pas été assez dans le contrôle, et le résultat, c'est qu'il y a eu des dépenses publiques ou des dépenses des partenaires comme Action Logement qui n'ont pas permis d'atteindre une meilleure performance énergétique, quand bien même plusieurs milliers d'euros parfois étaient donnés en subvention. Donc, c'est un point de vigilance que l'on a, et grâce à ce nouveau service d'accompagnement, j'allais dire, on va permettre d'avoir un peu plus de visibilité et de s'assurer que les travaux qui sont réalisés produisent leurs effets. Ça, c'est l'article 43. Roselyne est revenue aussi sur le fameux plan pluriannuel de travaux. Alors, je regarde Daniel et Jean-Marc sur ce plan pluriannuel parce que ça fait longtemps qu'on en parle. C'était issu des discussions sur l'ordonnance du droit de la copropriété votée dans la loi Elan, et le gouvernement l'avait finalement retiré parce que ça pose de vraies questions juridiques et constitutionnelles. Aujourd'hui, l'article 13, pour les spécialistes, c'était l'article 13 du projet d'ordonnance et qui est sorti, c'est l'article 13, donc renuméroté, évidemment. Voilà, exactement, parce qu'on est sur la ligne, un équilibre très fragile en ce qui concerne le respect du droit de la propriété. Et de fait, l'article a été réécrit, et tel qu'il est aujourd'hui, voilà, il est, selon le Conseil d'État, juste ce qu'il faut pour ne pas basculer dans l'inconstitutionnalité de la mesure. Et si je puis dire, Roselyne évoquait la question de l'audit. Donc, on oblige l'audit dans le cadre des mutations pour les logements et les bâtiments en monopropriété depuis la classe E, F et G. Donc, pour ces trois classes, en cas de mutation, l'audit sera rendu obligatoire. Et l'équivalent de l'audit, en fait, pour les copropriétés, ça va être le plan pluriannuel de travaux, dont l'élaboration est rendue obligatoire par la loi. Après, l'Assemblée générale et le syndicat de copropriétaires sont souverains pour mettre en œuvre ces travaux. Et c'est là où est la limite par rapport au droit de propriété, et ce qui change entre la copropriété et l'habitat individuel, c'est qu'on ne peut pas contraindre dans une copropriété les copropriétaires à faire ces travaux. On peut contraindre et obliger l'élaboration du plan pluriannuel, mais son vote reste soumis à l'Assemblée générale. D'accord. Deux, trois choses, Michael, et ensuite on passe vraiment en réaction et au débat avec Jean-Marc et Daniel. J'ai quelques questions. Alors, à la volée, est-ce que les obligations pesant sur les bailleurs pèsent aussi sur les propriétaires de biens mis en location saisonnière? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle location saisonnière, mais non, si par exemple on parle des plateformes Airbnb, non. L'interdiction, en fait, il faut comprendre que l'interdiction de mise en location passe par le fait qu'un logement qui ne correspond pas à la performance minimale, et donc qui ne fait pas partie des logements A à D, enfin en tout cas avec la trajectoire que j'ai indiquée tout à l'heure, devient un logement indécent. Indécent, c'est ça. Donc, on parle de décret d'essence, et le décret d'essence ne s'applique pas au logement et à la location saisonnière.
il s'applique au logement meublé, en revanche, comme au logement vide. Voilà, ça c'est un point important. Deuxième question, c'est très rapide, mais c'est important. Est-ce que lorsqu'on parle de l'eau, Roselyne parlait tout à l'heure des obligations pesant sur les copropriétés de temps de l'eau, on parle de l'eau principaux ou de l'eau tout court, pouvant être un parking, une cave, une chambre de service est-ce que ce sont des lots principaux? Oui, on est sur les logements, sur c'est ça, voilà. On va dire des logements pour simplifier. D'accord. Exactement. Voilà. Et une dernière question. Alors, celle-là, elle va faire le lien avec ce que vont dire Daniel et Jean-Marc. Et j'ai envie de dire, peut-être par leur voix, ce que va dire l'UNPI, parce qu'il me semble qu'il y a une position alignée. J'ai cru voir un communiqué de presse commun. Est-ce que des études d'impact, la question est posée par plusieurs participants, ont été réalisées? Est-ce que des études d'impact sont venues éclairer les parlementaires dont tu es pour ce vote? Est-ce que vous avez voté en vous disant c'est bien pour la planète, advienne que pourra, ou est-ce qu'il y a eu une anticipation, ça s'appelle une étude d'impact, fournie par le gouvernement et annexée au projet de loi? Alors oui, c'est fait de manière réfléchie. 2034, c'est pas dire une date où on s'est dit bon 2034 et pourquoi pas 2040. C'est vraiment réfléchi. Cette trajectoire-là, en fait, il faut d'abord, je rappelle les objectifs environnementaux. L'objectif environnemental de cette loi climat et résilience, c'est d'abord de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. D'où le fait qu'on traite à la fois du logement, du transport, de la consommation, des entreprises, de l'alimentation et de l'agriculture. On essaie de traiter tous les sujets pour trouver les endroits où on peut faire réduire les émissions de CO2. Et en particulier sur le bâtiment et sur les logements, il y a un vivier d'économie d'émissions de CO2 à réaliser. Et c'est aussi un des chapitres sur lesquels on est peut-être le plus ambitieux sur le plan environnemental. 2025, 2028, 2034, l'idée de cette trajectoire qui est inscrite dans la loi, en plus de tous les outils que l'on crée, c'est-à-dire l'information, l'accompagnement, l'engagement, je veux insister là-dessus, l'engagement programmatique qui fait en sorte que l'État s'engage à financer un système stable d'aide publique et à réduire le reste à charge pour qu'il soit soutenable pour les ménages, et en particulier les ménages les plus modestes, va permettre aussi de structurer la filière. Et c'est d'ailleurs un débat qu'on avait eu avec Jean-Marc Torolion sur LCP récemment, avec le secrétaire général de Europe Écologie Les Verts, où je revenais sur le fait que les écolos nous disent aujourd'hui 2028 pour éliminer les passoires énergétiques, c'est trop loin. Et 2034 pour les E, c'est trop loin. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de structurer une filière. Et les professionnels du bâtiment, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, on est capable de recruter, on est capable de former à partir du moment où, et c'est bien légitime, où on a de la visibilité sur un marché. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec la loi climat et résilience. À la fois, oui, il y a la coercition, mais elle ne concerne que les propriétaires bailleurs, j'insiste bien là-dessus. Elle se fait avec une visibilité qui n'a jamais été donnée auparavant aux propriétaires et aux professionnels de l'immobilier. Et elle se fait parce que, moi, j'adhère à cette trajectoire, parce qu'on crée tous les outils et on crée les conditions pour parvenir à ces objectifs. S'il n'y avait pas le triptyque pour réussir cette rénovation, c'est-à-dire l'information, l'accompagnement et le financement, s'il manque un de ces trois leviers, un de ces trois enjeux, eh bien forcément, on ne peut pas atteindre l'objectif poursuivi. Mais ils sont là, ils sont au rendez-vous, et c'est écrit maintenant directement dans la loi. Merci beaucoup. Henri, allez. Peut-être, Henri, pour compléter une disposition qui a été introduite, le régime d'autorisation tacite, comme on l'avait dans le cas de l'adaptation du logement, on laisse aussi la possibilité aux locataires de solliciter l'autorisation de faire des travaux de réno. Si le bailleur ne répond pas, on considère que c'est une autorisation tacite. Donc, si le bailleur n'est pas très motivé, si le locataire est par lui, de son côté, est très motivé, il peut aussi engager ses travaux. Donc, c'est facilitateur et ça permet de ne pas perdre de temps. Et voilà, donc c'est encore une des dispositions qu'on peut citer et qui peut être intéressant de débattre. Très importante. Merci beaucoup, Roselyne. Allez, Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS, ouvre le feu. Je disais tout à l'heure, j'allais vous dire, ne vous répétez pas ce que l'UNIS pense et qui est la pensée commune de la FNAIM. Ben, voilà, c'est pas la peine que chacun le dise. Bon, je crois que vous m'avez simplifié le travail parce que j'ai lu un communiqué de presse commun avec un alignement
en tout cas sur un certain nombre de positions, peut-être pas sur toutes, qui va jusqu'à l'Union nationale de la propriété immobilière. Daniel, réaction à cette présentation complète, factuelle et actuelle du projet de loi résilience et des textes corollaires, dont bien sûr le DPE, qui est un outil de mise en œuvre des futures dispositions. Moi, j'ai une question, Henri, pardon. Ah, pardon. Est-ce que c'est le début de la fusion UNIS-FNAIM? Eh ben, ouais, cette réponse va être donnée. C'est un clin d'œil, c'est une blague. Voilà. Non, mais c'est très important. La question est posée aussi et à Daniel, à Jean-Marc. Ce serait bien qu'ils aient la même réponse d'ailleurs, parce qu'autrement, on est mal parti. Daniel. Monsieur le député, bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le député, pensez à nous ce soir à 21h quand vous allez regarder le vote sur l'article 44 et vous verrez que les amendements qui ont été proposés le sont par Pluriance, FNAIM et UNIS, si ça répond à la question. Et surtout, pensez bien à la pérennisation des financements, l'adoption d'un plan pluriannuel qui vaut maintien des aides. Merci pour l'amendement d'hier justement sur la pérennité des aides dans le temps. On aurait voulu une loi de programmation, mais c'est quand même intéressant ce que vous avez fait voter sur figer les aides sur 5 ans. Sur la portabilité des fonds de travaux en cas de vente aussi, on avait fait un petit laïus avec Jean-Marc. Sur l'adaptation des diagnostics techniques globaux à la diversité des immeubles aussi. Pour nous, cet amendement est très important. Et puis, il y avait aussi sur la construction de plus de 15 ans, ne pas imposer de plan pluriannuel si l'état de l'immeuble ne le justifie pas. Mais pour répondre aussi au travail que vous avez fait cette nuit, notamment, vous avez donc interdit finalement la location des logements dès l'instant où ils auraient une étiquette E dès 2034. Alors, on trouve que l'amendement, bien sûr, est extrêmement ambitieux, mais est-ce qu'il est réaliste? Moi, ça me fait penser un peu à la loi Dallot, ou ça me fait penser un peu à la loi handicap, où finalement, les années passant, on n'a pas réussi les objectifs qui étaient des objectifs aussi ambitieux sur ces lois. Est-ce qu'on ne va pas être dans le même cas de figure? Je rappelle quand même qu'il y a 450 000 copropriétés pour 10 millions de logements. Il y a un tiers du parc immobilier résidentiel. Sur ces 10 millions, il y en a 4,5 qui sont en régime de copropriété et il y a 2 millions qui sont classés en F et G. Quand on rajoute le E, ça fait 40% du parc locatif privé. Et quand on dit qu'il faut à peu près pour rénover 20 000 euros pour peut-être classe F et 10 000 euros pour le classe E, il faut sortir 70 milliards de travaux pendant ce laps de temps, en l'occurrence dès 2025 jusqu'à 2034. Donc c'est très ambitieux. Et comment est-ce qu'on va faire si jamais on n'arrive pas à rénover? En gros, il faut quand même rénover à peu près 150 000 logements par an. Ça représente l'équivalent de construction en neuf de Pinel sur 3 ans. Et si on ne peut pas construire, parce qu'il y a aussi dans la loi l'artificialisation des sols, vous en avez un tout petit peu parlé, comment est-ce qu'on va faire pour loger les gens demain? On se pose la question. Par contre, ce que vous avez défini, la performance, la définition de la rénovation performante que vous avez introduit hier dans un amendement, on trouve ça très très bien parce que ça précise et ça fixe bien les choses. Sur la pérennité des aides dans le temps, ça j'en passe, ça fixe bien les choses. Voilà, on est quand même inquiet sur cette rénovation énergétique d'ici 2034, sous peine d'être considéré non décent. Et donc, comme c'est un tiers du parc, comment on va faire pour loger les gens si en plus on ne peut pas construire? Donc ça, c'est peut-être une question que je pourrais poser directement à M. Nogal. Après, sur le DPE, le DPE, oui, il va s'opposer à nous le 1er juillet. Il était incitatif, aujourd'hui, il est opposable. Alors, c'est vrai que sur le mode de calcul, moi, je trouve à titre personnel et au sein d'UNIS que mélanger l'étiquette climat et l'étiquette énergie, je trouve que ça c'est très bien parce que la notion de climat n'était pas forcément dans la conscience individuelle des gens. Par contre, il y a l'effet du double seuil avec le pire des deux étiquettes, c'est-à-dire si jamais on est avec une chaudière à fioul qu'on consomme très très peu, mais que pour autant on a une étiquette E à cause des rejets de gaz à effet de serre du fait du fioul, eh bien on prendra l'étiquette la pire. Bon, soit. Et puis le DPE collectif aussi, qui va générer des DPE individuels. Alors, si la collectivité en copropriété, vous savez que les décisions d'Assemblée générale, elles sont quand même assez longues, il faut les rendre à maturation, il y a 2 ou 3 ans avant que ça soit voté. Donc, si le DPE collectif tel qu'il est proposé dans la loi génère des DPE individuels, et si le DPE individuel n'est pas bon pour un copropriétaire qui voudrait louer, comment est-ce qu'il va faire? Bon, il va réaliser aussi son DPE individuel propre, donc il pourra
ne pas avoir le DPE individuel issu du DPE collectif. Et comment est-ce qu'il va faire et il faudra qu'il espère que ça soit meilleur, mais est-ce qu'il pourra quand même louer? Donc, est-ce qu'on ne va pas faire un marché d'accession, c'est-à-dire un propriétaire occupant qui va vendre à un autre propriétaire occupant sans vouloir faire les travaux? En tout cas, le projet est très ambitieux, la trajectoire aussi, elle est échelonnée, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pour autant éradiquer dans le temps imparti qui est donné par la loi et les amendements qui sont votés? On est un petit peu inquiet, on va dire, même si bien sûr on accompagne. Et comme peut-être ça a été dit, on a signé avec Jean-Marc Torolian la charte où on s'engage à 50 000 copropriétés sur 3 ans. Et croyez-moi, on est dans les sensibilisations, on est dans les actes de sensibilisation et d'information. Et puis bien sûr, on compte bien sur MaPrimeRénov' pour pouvoir après faire passer le message et le DTE qui serait facilité et financé par exemple par les CEE. Daniel, je reviendrai sans aucun doute vers toi plusieurs fois, mais une question sur la proposition du rapport Sichel qui a été inscrite dans le projet de loi de créer des accompagnateurs. Hein, je ne sais pas si c'est un nouveau métier, en tout cas c'est une fonction désignée. Ton regard sur cette fonction d'accompagnateur, je mets les pieds dans le plat, quand on est administrateur de biens, qu'on est agent immobilier, est-ce qu'on n'est pas l'accompagnateur déjà de ses clients, de ses mandants? Alors, on a été rassurés puisque nous avons eu la chance avec France Stratégie et puis une personne aussi qui a participé au rapport Sichel. On a eu des explications là-dessus. On comprend bien que l'accompagnateur ne va pas supprimer les syndics et bien sûr les bureaux d'études et les architectes. Pour autant, c'est vrai que c'est un nouveau métier. Il y a aussi la plateforme numérique. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un accompagnateur qui est à la fois capable de faire l'audit technique, de regarder aussi le côté ingénierie et financier. Vous savez que le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là-dessus qu'on est inquiet. On aurait peut-être voulu avoir plus de propositions sur le tiers financement. Bon, pourquoi pas cet accompagnateur? On a été rassurés sur le fait que ça n'évinçait pas les architectes, les bureaux d'études et les syndics. Par contre, sur la solution globale, vous savez bien qu'en matière de copropriété, on va voter d'un côté une mission d'AMO ou de maîtrise d'œuvre et ensuite, on va voter le financement des travaux. Donc, si on a quelque chose de global, il va falloir modifier la réglementation, bien évidemment. Sinon, bon, ben, pourquoi pas. Mais par contre, il ne faut pas opposer les uns et les autres. Il y a des gens qui savent faire ça. Il y a des bureaux d'études aujourd'hui qui savent faire les choses. Il y a des architectes qui savent faire les choses. Nous, on a beaucoup travaillé avec l'UNFA et l'UNIS. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont écartés. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce travail d'accompagnement à la fois sur l'action sociale, l'analyse des impôts des gens pour pouvoir calculer toutes les aides, bonifier et les aides auxquelles ils ont droit de base. Et puis ensuite, il y a les audits des thermiques, ensuite, il y a les audits de la pathologie des bâtiments. Tout ça, aujourd'hui, on sait faire. L'accompagnateur nous semble être un élément supplémentaire, mais intéressant malgré tout. Parfait. Jean-Marc, alors est-ce que tout ce que tu viens d'entendre de Daniel, tu y souscris? Je pense que oui, encore une fois, parce qu'il y a une expression commune, mais tu peux compléter, nuancer certains points. Il y a de nombreux messages exprimant une inquiétude qu'il y ait une attrition, hein, voilà, c'est le terme un peu cuiste, comme une réduction du parc locatif privé. Daniel l'a évoqué, j'y insiste parce que les questions sont nombreuses là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il faille se les poser en mauvaise part. Hein. Ce sont des questions de praticiens. Qu'est-ce qui peut advenir de ce parc locatif? J'ajoute une question, moi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que la partie du parc locatif, Michael Nogal connaît ça mieux quiconque, qui n'est pas dans les mains des professionnels, c'est les 2/3 des quelques 6,5 millions de logements locatifs privés, finalement ne soit pas mis à niveau parce qu'il n'y aura pas le conseil d'un professionnel et qu'on va avoir un parc qui se soustrait aux obligations et un parc qui sera plus vertueux parce qu'il y a des mandataires et un regard professionnel. Juste sur ce dernier point, il y a quand même eu une disposition concernant les annonces des particuliers qui, cette fois-ci, ne serait pas exemptée
de mettre la performance énergétique dans leurs annonces, ce qui revient à les traiter sur un pied d'égalité par rapport aux professionnels, et ce qui permet d'ailleurs des contrôles aléatoires finalement, et c'est ce qu'on réclame, c'est aussi qu'il y ait au fond une égalité de traitement entre les contrôles qui sont légitimes sur les pros, bien évidemment, en tant que tiers de confiance, et ce marché qui est plus dérégulé du particulier. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur l'étude d'impact, parce que je ne voudrais pas être cruel avec M. Nogal, mais enfin, la seule étude d'impact qui a été donnée au début, c'est l'étude d'impact F et G, et encore F et G pour une interdiction à terme, et l'étude d'impact si on les passait en E. Et moi, ce que je conteste, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de véritable étude d'impact qui a été donnée aux législateurs, ni même aux professionnels. Et au fond, l'inquiétude dont on est les porte-parole en ce moment, c'est sur les effets de bord de ces mesures-là et sur la réalité de l'impact de l'étude d'impact. Pourquoi ? Parce que le nouveau DPE, il a quand même 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il est opposable. N'y revenons pas, tout le monde comprend ce que c'est. On y reviendra. Je te contrarie, c'est le droit de l'animateur. On y reviendra, c'est important l'opposabilité. Mais pour l'instant, on glisse. On y reviendra. C'est vrai que c'est important juridiquement et c'est un peu comme la garde. L'opposabilité. La deuxième chose, c'est le fameux effet cliquet lié à la pollution, c'est-à-dire à l'émission de gaz à effet de serre. A-t-on mesuré véritablement l'effet de bord lié à cela ? À mon avis, non. Pourquoi ? Parce que c'est la troisième chose qui est très importante et qui est différente, c'est qu'on ne tient plus compte de l'intensité d'utilisation. Avant, on amenait sa facture, et sa facture servait un petit peu à établir le DPE. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est quelles sont les caractéristiques techniques du bâtiment par rapport à l'environnement tel qu'il est décrit par les arrêtés. Et donc, si on n'a plus l'intensité d'utilisation, les effets de bord peuvent être considérables. Je prends des exemples que je connais bien à la montagne, mais où on a parfois des utilisations qui sont uniquement saisonnières, où je peux prendre des utilisations où effectivement chacun fait très attention à sa consommation, mais au fond cet effet de bord n'est pas mesuré. Donc on n'a pas du tout mesuré les effets de bord liés à ce nouveau DPE que nous approuvons. Et il me semble que l'étude d'impact sur les logements, l'interdiction des logements E en 2034 n'a pas été faite. Par ailleurs, en réalité, en rehaussant les standards de performance mécaniquement pour les F et G, puisqu'on interdit les E, on va dire quelques années plus tard, on n'a pas mesuré réellement les impacts financiers. Donc, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui nous est proposé, c'est qu'on part un petit peu à l'aveugle. On part à l'aveugle sur des biens qui sont quand même le patrimoine des Français. Et l'autre erreur que l'on fait, à mon avis, et je l'ai souvent répété, c'est de ne raisonner que sur le patrimoine qui est mis en location. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'interdiction de mise en location, elle a un impact économique pour beaucoup de Français, pour près de 11 millions de Français, quand on ajoute les E, parce qu'on sait que nos propriétaires sont susceptibles de mettre en location leurs biens pour faire face à des vicissitudes de la vie, que ce soit pour financer une maison de retraite pour nos parents, pour un parent, ou que ce soit pour une mutation professionnelle. Et c'est en ce sens qu'il me semble qu'on aurait dû mettre le paquet sur les F et G, en tirer des conclusions par rapport à ce qu'il a été possible de faire et ce qui n'a pas été possible de faire, et se donner une horizon pour les E beaucoup plus lointaine pour qu'on puisse avoir une lecture déjà de l'ambition qui, d'ici 2028, consiste à sortir les F et G de l'indécence. Et par ailleurs, des petits exemples de contradiction de calendrier. Mais enfin, dans la copropriété, je rappelle que pour les E, dans le parc privé locatif, l'essentiel des biens, 1 800 000 biens, l'essentiel de ces biens sont en collectif, donc sont en copropriété. On a d'un côté des DPE collectifs qui seront obligatoires, échelonnés d'ici 2024 jusqu'en 2025, et de l'autre côté, on a l'élaboration des PPE qui, eux, ont une autre des PPT. Qui ont, eux, un autre calendrier. Donc, on a des calendriers qui se superposent, des interdictions qui se superposent. Je pense que ça peut être corrigé. Ces petites incohérences peuvent être ajustées d'un point de vue législatif. Mais tout ça fait un petit peu fouillis.
Et je crois qu'on est quand même sur une trajectoire extrêmement ambitieuse, mais dont les effets de bord en réalité n'ont pas été réellement mesurés. Et c'est pour ça qu'on a pris cette position concernant les E avec l'UNPI et l'UNIS. L'idée est de dire attention, même si le vote des députés est unanime, je pense qu'ils peuvent unanimement se planter si on n'a pas mesuré la réalité de ce qu'on est en train de voter. Dernier point, est-ce que la filière va suivre? Parce que ne raisonnons pas uniquement, là encore, sur les biens qui sont uniquement en location. Quand je suis propriétaire moi-même occupant d'un bien E, et dont je sais que la perspective de mise en location n'existe pas, et dont par ailleurs j'aurais envie, et c'est l'objectif de la loi, de faire en sorte que mon bien ne se dévalorise pas par cette interdiction de mise en location si je veux le revendre, je vais bien évidemment me présenter sur le marché de la rénovation. Et donc, on n'est pas là sur 4 millions de logements, on est sur 11 millions, y compris le parc social d'ailleurs, qui a beaucoup de logements en E. Et donc, est-ce que la filière va suivre? Et est-ce que la filière va suivre d'un point de vue technique? Est-ce que la filière va suivre en étant compétitive? Parce qu'on crée aussi un pic de demande. Et donc, c'est là aussi où je doute que les aides puissent suivre, puisque rien que sur le parc privé locatif, le fait d'être en D, globalement, c'est 54 milliards d'euros, mais le fait d'être au-delà de D, en A, B ou C, c'est 88 milliards d'euros. Donc, les impacts financiers, rien que pour le parc privé locatif, sont considérables. C'est pour ça que moi, j'inviterai la sagesse des députés quand même à tirer des conclusions sur le F et G sur lequel il faut mettre le paquet, y compris en accompagnement fiscal pour les bailleurs, et on est loin du compte, et donner une respiration sur le E pour qu'on tire ces conclusions-là. Je rappelle, et je finis par là, que sur le DPE, les choses ont été conçues de façon très intelligente. C'est-à-dire que d'un côté, comme l'a dit monsieur le député Nogal, est figée dans la loi cette nomenclature A, B, C, D, E, F, G, mais en revanche, les seuils associés à cette nomenclature, eux, sont fixés par décret. Et donc, on voit bien comment cette échelle peut coulisser d'une façon assez remarquable et peut-être assez ambitieuse à terme. Et donc, c'est pour cela que, de mon point de vue, je crois qu'il faut retarder cette interdiction des E, l'inciter fortement et mettre le paquet sur les F et G et tirer des conclusions. Il y a un amendement qui a été déposé par Valérie Gomez-Gassac et qui a été voté à l'unanimité avec un double avis favorable. C'est l'implication des collectivités territoriales dans les périmètres de ravalement obligatoire. Et je pense que c'est une excellente chose parce que ça va permettre de décliner d'une façon peut-être au plus près du terrain les enjeux de la rénovation énergétique. Je rappelle aussi qu'on est dans l'attente d'un certain nombre de dispositifs techniques, on les évoquera par ailleurs, concernant la copropriété. Je pense notamment à la servitude de surplomb dans le domaine privé. Merci Jean-Marc, je te relance sur deux, trois choses. Tu as évoqué, tu es maître de cette position, Michael Nogal réagira sur le fait que la catégorie E pour toi peut attendre, doit attendre, on a bien compris. Et tu as évoqué, quoi qu'il en soit pour les bailleurs, propriétaires de passoires thermiques, propriétaires si on veut aussi de logements catégorie E, du sort fiscal, l'amélioration fiscale. Alors ça c'est un point important parce que on a parlé des aides, elles sont abondantes. On connaît la position, par exemple, de l'UNPI exprimée au sein du cercle il y a quelques semaines. 2 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais rapporté au nombre de logements concernés, typiquement les 4,4 millions, ça fait que quelques centaines d'euros si on fait une simple division. Donc, ce n'est pas assez. Bon, les aides, elles sont là. Et puis, il y a la fiscalité qui peut améliorer l'ordinaire du propriétaire bailleur et peut-être lui donner envie d'entretenir son bien, notamment au plan énergétique. Quelle proposition est-elle faite là-dessus? Je crois que c'est important de s'attarder. Je n'ai pas vu ça dans le rapport Sichel et je crois que c'était une proposition que faisait en particulier ta fédération. Nous faisons deux propositions qui sont vraiment très fortes. La première, c'est que nous avons une crainte profonde du désinvestissement. Comment accompagner ce désinvestissement pour qu'il ne produise pas à terme, en fait, un affaiblissement du parc privé locatif? L'idée est de proposer que dès lors qu'un bien qui était précédemment en location est mis en vente, il puisse être éligible au De Normandie dans l'ancien, dans le cadre d'une vente en état futur de rénovation,
éligible au Normandie dans l'ancien, de telle sorte à préserver la diversité de ce parc sur tout le territoire et en particulier dans nos centres-villes, parce qu'on sait que le parc privé locatif est essentiellement dans le centre-ville. Première proposition, quitte à l'aborder d'un point de vue temporalité bien évidemment, pour ne pas engager des finances publiques au-delà du nécessaire, mais faire une expérimentation par exemple sur les G d'ici 2025 me paraîtrait très intéressant. Et puis le prolonger sur les F si on sent qu'effectivement il y a une réalité. L'avantage, c'est qu'on crée également un flux de travaux très intéressant et je suis persuadé que l'État s'y retrouverait. Et n'oublions pas que la sortie du Normandie, c'est sur du loyer abordable. Première proposition. France entière, hein, Jean-Marc, France entière. C'est-à-dire que tu n'as pas cité de liste limitative de villes. Hein. D'accord. La deuxième chose, c'est comment booster dans nos copropriétés la rénovation et faire en sorte qu'elle soit votée le plus rapidement possible, notamment par tous les bailleurs, quand on sait que 60% des bailleurs appartiennent au 9e et 10e décile. Je ne crois pas effectivement que l'aide publique puisse être distribuée à tous les Français. Et je ne crois pas qu'on fera de la rénovation gratuite pour tous. Enfin, je veux dire, là-dessus, l'État n'en aura pas les moyens. Donc, tac. À ce moment-là, effet booster, sans que ça impacte finalement sur la durée beaucoup plus les finances publiques, on double le plafond du déficit imputable sur le revenu global, qui, je le rappelle, date de 1995 et qui, même en euros constants aujourd'hui, devrait être plus près de 15 000 euros que de 10 700 euros. Là aussi, sur peut-être une période intéressante, qui est une période jusqu'en 2028. Et l'avantage que cette mesure fiscale pourrait avoir, si elle est prise lors de la loi de finances de la fin de l'année, c'est qu'elle engagerait, quels que soient par ailleurs les changements de législature ou les changements politiques qui pourraient intervenir. C'est-à-dire qu'elle irait bien au-delà de cette législature. Et encore une fois, même s'il y a un impact immédiat sur les finances publiques, sur la durée, il n'y en a pas. C'est neutre. Voilà les deux mesures fortes que nous proposons pour pouvoir accompagner, encore une fois, limiter dans le temps, sur une certaine temporalité, l'effort. D'accord. Alors, je vais vers Michael Nogal. Ce dernier point me paraît vraiment très important, hein, parce que ce sont des propositions avec des questions, me semble-t-il, qui sont attachées. Est-ce qu'on peut programmer un dispositif fiscal? Je crois que la loi fiscale, elle est votée chaque année. Donc, est-ce qu'on peut arriver à avoir cette visibilité que demande légitimement Jean-Marc? Que penser de sa proposition relative au dispositif de Normandie? Quid de l'étude d'impact? Est-ce qu'il a été bien vu qu'en ajoutant la catégorie E, naturellement, on avait d'autres impacts? Voilà pour les principales questions qu'il posait. Puis Jean-Marc a parlé aussi d'incohérence, en étant optimiste sur le fait qu'on puisse ajuster ça, mais entre les échéances, peut-être un petit mot là-dessus, mais c'est pas le plus important. Michael. Oui, d'abord, réagir par rapport à cette question de l'étude d'impact. Et une fois n'est pas coutume, j'insisterai sur l'obligation de résultat que l'on a collectivement, législateurs, tous les acteurs de la société, les citoyens. On a une obligation de résultat parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette loi climat et résilience, si l'on ne fait rien aujourd'hui, si l'on ne prévoit pas des mécanismes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, on ne tient pas les objectifs des accords de Paris et on ne tient pas les objectifs fixés en 2015 par mes prédécesseurs dans le cadre de la loi de transition énergétique avec la stratégie nationale bas carbone. C'est cette boussole aujourd'hui qui doit nous unir, nous rassembler et qui nous rassemble à l'Assemblée d'ailleurs, puisque je disais que l'article 42 avec cette trajectoire de sortie des passoires énergétiques dans le parc locatif, privé et social, il a été voté par l'ensemble des parlementaires. Donc c'est bien. Mais Jean-Marc pense que vous pouvez vous tromper collectivement. Hein. Voilà, bien sûr, non, mais on peut se tromper. Non, mais il a raison. On peut se tromper. La question n'est pas en fait aujourd'hui. Parfois, on peut être d'accord, pas d'accord, faire des bons choix, faire des mauvais choix. Il y a juste une chose qui s'impose à nous tous, en tant que citoyens et en tant que professionnels, c'est l'urgence climatique. Il faut qu'on apporte des réponses à cette urgence climatique. Le bâtiment, je le rappelais en introduction, 25% des émissions de CO2 dans le pays. On pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler des transports et des mobilités, mais le bâtiment a une part importante dans les émissions de CO2 dans notre pays. Donc, il faut absolument traiter. Ça, c'est la boussole. De fait, si on veut respecter les objectifs, l'échéance de 2034 est la bonne échéance. Je vous rappelle qu'entre
les demandes des conventionnels, des membres de la Convention citoyenne, les demandes des associations et des ONG, les demandes de certains groupes politiques, puisqu'on a rejeté quand même hier un certain nombre d'amendements, qui prévoyaient que cette trajectoire débute dès 2023 pour les G, pour tous les G, 2025 pour tous les F, et d'autres qui voulaient même avancer la trajectoire pour la sortie des logements classés E. Donc forcément, il y a un équilibre à trouver, et nous, l'équilibre, on le fixe par rapport à cette trajectoire qui nous dépasse, qui est celle du respect de nos engagements environnementaux, et puis de réduction des émissions de CO2 qui sont primordiales si on veut respecter les accords de Paris. Je rappelle, ne pas excéder une hausse de la température de plus de 1,5 voire 2 degrés. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Donc, il nous faut agir et agir assez vite. Et je comprends, encore une fois, je le dis, je comprends que ce qu'on est en train de voter là, ça représente un changement très important. Mais du coup, ça répond au fait qu'il n'y a pas d'étude d'impact. En fait, l'étude d'impact, c'est quoi? C'est plutôt ce que nous dit le GIEC sur l'environnement. C'est ça notre boussole à nous. Et donc, je prends le chemin à l'inverse, et c'est là où je rebondirai ensuite sur les propositions en termes de fiscalité qui me semblent très pertinentes. C'est comment, avec ces objectifs qui doivent tous nous unir, comment on crée les conditions pour y arriver. Et là, moi, en tant que législateur, je suis hyper ouvert à ce que l'on crée de nouveaux outils. J'en mentionne un nouveau qui a été intégré dans la loi climat et résilience par le gouvernement, qui est aussi une des propositions d'Olivier Sichel, c'est le prêt avance mutation. Le prêt avance mutation, c'est un prêt qui avait été créé à l'époque en 2015, mais qui n'a jamais été utilisé par aucun établissement bancaire, et je pense demandé par aucun Français qui n'avait pas connaissance de ce type de dispositif. Ce que fait le gouvernement avec la loi climat et résilience, c'est d'apporter une garantie. Donc sur le même principe des PGE pour les entreprises pendant la crise, on va garantir les prêts avance mutation, et de fait, ça s'adresse aux ménages les plus modestes, aux ménages seniors qui ont du mal à se solvabiliser et à emprunter pour faire des travaux de rénovation. Et l'avantage, c'est que le remboursement du prêt se fait sur la vente. Le terme pré-avance mutation doit peut-être être amené à changer parce qu'on veut le rendre vraiment massif, et donc il y aura aussi une communication qui sera faite sur ce nouvel outil fiscal. Sur le Denormandie dans l'ancien et la vente en l'état futur de rénovation, moi je trouve que c'est un principe qui va dans le sens justement d'accélérer cette rénovation énergétique. Donc sur le principe, j'y suis assez favorable. Il faut évidemment regarder dans les détails, et Jean-Marc Tourollon l'a lui-même rappelé, à chaque fois qu'on crée de nouvelles dépenses publiques, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, il faut s'assurer qu'on ne peut pas créer un dispositif fiscal, et même en espérant qu'il fonctionne, et c'est tout ce qu'on espère quand on vote un dispositif tel que celui-là, qu'il fonctionne, mais il faut faire attention parce qu'on a des dépenses publiques contraintes. Je vous rappelle quand même qu'on a dépensé des dizaines, voire des centaines de milliards en raison de la crise. Une partie de la dette est mutualisée au niveau européen, mais enfin, il va falloir financer tout ça. On le fait par la croissance, mais il faut aussi être quand même vigilant concernant les dépenses publiques. Sur le déficit foncier, là aussi, à creuser. Et moi, je l'ai dit d'ailleurs en réponse à l'un des amendements hier de nos collègues, moi, je suis très ouvert à ce que la loi de finances pour 2022 soit l'occasion de créer de nouveaux outils fiscaux qui n'existent pas pour coller justement aux objectifs ambitieux et à la coercition qu'on inscrit dans la loi climat et résilience. Je reviens sur les accompagnateurs Rénov'. Henri, tu évoquais tout à l'heure et tu me demandais s'il y avait des décrets qui étaient prévus. Ça fait partie des sujets sur lesquels des décrets sont nécessaires pour préciser le rôle des accompagnateurs privés, comment on pourra obtenir l'agrément de l'État pour exercer cette activité, comment on pourra le retirer aussi, puisque dans un sens comme dans un autre, il faut que les textes réglementaires prévoient ces différents cas. Le décret précisera les rénovations énergétiques qui sont attendues et les objectifs de performance qui sont visés, tout ça en lien avec ce DPE double seuil qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, et un DPE dont le calcul, et là aussi Jean-Marc Tourollon y est revenu, on fait le choix, et je laisserai peut-être sur ce point Roselyne compléter, on fait le choix de ne plus faire de DPE sur la base des factures. C'est un choix assumé.
avec la méthode dite 3CL, la méthode conventionnelle de calcul de la consommation des logements. C'est comme ça qu'on le fait, et cette méthode 3CL va elle-même évoluer, puisque Jean-Marc Torolion a raison de le rappeler. Jusqu'à présent, cette méthode, elle se base uniquement sur le bâti et sur, j'allais dire, des critères très génériques, un temps de présence dans l'année dans le logement, une température fixée à 19 degrés, mais c'est vrai que jusqu'à présent, la consommation individuelle, en tout cas les usages individuels, sont pas assez pris en compte. Donc il faut mieux les prendre en compte dans le cadre de cette méthode, mais qui me semble la bonne méthode, parce que la méthode sur facture a malheureusement donné a mené à beaucoup d'écueils à mon sens. Voilà pour être assez à la fois concis et je l'espère clair sur notre volonté, vous l'avez compris. Il y a une boussole qui est la stratégie nationale bas carbone, les accords de Paris. C'est de là que viennent toutes les mesures de la loi climat et résilience. On sera plus efficace en termes d'impact carbone à rénover les logements et les passoires énergétiques qu'en supprimant les avions quand il y a un équivalent en train de moins de 2h30. Ça, c'est la casquette toulousaine qui parle, c'est le député toulousain qui parle. Le bâtiment est un vivier d'économie de CO2 et un vivier de confort. Je veux insister là-dessus aussi, c'est hyper important pour moi, c'est qu'au-delà de ce qui apparaît comme être une coercition pour des objectifs qui nous dépassent, il y a quelque chose de très concret, c'est-à-dire que demain, on veut faire en sorte que les Français vivent mieux dans leur logement. Je n'irai pas jusqu'à faire de fausses promesses sur les économies d'énergie parce qu'elles ne dépendent pas que de la loi ni des textes réglementaires, elles dépendent en partie et beaucoup des usages. Le DPE viendra préciser malgré tout une fourchette d'économies d'énergie grâce justement à des travaux. Mais en tout cas, ça me paraît important. Et enfin, Henri, tu évoquais aussi le rôle des administrateurs de biens et des professionnels de l'immobilier dans la rénovation. Je vous rappellerai une des propositions que j'avais formulées à l'époque de mon rapport Loi en confiance. J'avais dit que ce serait intéressant de créer un label que j'avais appelé IMO+, à l'époque, pour faire en sorte que les administrateurs de biens capables de faire de l'accompagnement sur ces sujets de transition énergétique puissent le mettre en avant. Bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on crée des accompagnateurs Rénov'. Moi, je n'ai évidemment aucune opposition à ce que les administrateurs de biens puissent être des accompagnateurs. D'ailleurs, en fait, et par rapport à des demandes qu'on a eues de l'ordre des architectes, moi, je ne souhaite pas réserver la mission d'accompagnement à une quelconque profession. Il nous faut massifier absolument cet accompagnement. Toutes les personnes compétentes, quel que soit leur statut, toutes les personnes compétentes, c'est ça qui doit primer, doivent pouvoir bénéficier d'un agrément à partir du moment où elles remplissent les conditions. Voilà. C'est ça pour moi le message. Et donc, je serai le premier soutien des professionnels de l'immobilier s'ils se lancent dans cette mission pour les mettre en avant. Jean-Marc Torolion, et j'en terminerai là, a mentionné un amendement que j'ai proposé et fait adopter hier qui permet en effet de rendre plus équitables les obligations qui pèsent sur les propriétaires quand ils sont intermédiaires ou quand ils gèrent de particulier à particulier, notamment concernant l'affichage du DPE, qui, je le dis et je le rappelle, est l'outil d'information qui demain devra guider toutes nos actions. Michael, avant de donner la parole à Daniel, qui l'a demandé, deux choses. Cette mission d'accompagnateur, parce que je n'ai pas entendu qu'on l'avait précisé ça, a vocation à donner lieu à une rétribution, me semble-t-il. Je crois même qu'elle a été évaluée, elle l'était déjà de façon peut-être plus approximative dans le rapport Sichel, et depuis, je crois qu'il y a eu des discussions. Qu'est-ce qu'il va en être de ce financement? Alors, j'y pense tout particulièrement si demain, un administrateur de biens ou un agent immobilier est candidat à cette mission, est-ce qu'il pourra en être rémunéré et est-ce que le coût qui va peser sur le client sera amorti d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est fondamentale, mais c'est parce que je relais aussi des interrogations. Et puis ça m'évoque des discussions, allez, je ne vais pas trahir des débats en Conseil national de l'habitat, mais ceux qui défendent les plus démunis disent est-ce qu'on ne va pas avoir une attrition du parc locatif et tout particulièrement préjudiciable aux plus fragiles qui ne pourraient plus se loger? Est-ce que réellement il n'y a pas de crainte? J'entends que c'est un cap qui pèse sur la nation, que la loi
doit avoir cette lecture-là aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'appauvrissement du parc locatif privé dans les années à venir? Voilà, donc je reformule des questions que j'entends. Et puis, un petit mot donc, sur la rétribution des accompagnateurs. Et ensuite, Daniel. Je commence par là. Alors aujourd'hui, il faut savoir que il y a déjà des organismes, et je pense notamment à l'association Solia, qui bénéficie d'un agrément de l'État, qui font cet accompagnement et qui ne sont pas, il faut le dire, très justement rémunérés par rapport à la prestation qu'ils offrent aux ménages, aux propriétaires dans l'accompagnement à la rénovation. Par exemple, parfois, ça n'excède pas 150 €, alors que la mission, on estime le coût moyen entre 1 200 et 1 500 €. C'est ça, hein, voilà. Et en fait, moi, mon raisonnement, c'est que, alors dans la limite, ce que je dis, je le dis avec des pincettes, dans la limite des dépenses publiques et de ce que l'on est capable, de ce que l'on sera capable de mettre sur la table. Mais à partir du moment où on demande aux Français de recourir obligatoirement à un accompagnement à partir d'un certain seuil de travaux, 5 000 €, 7 000 €, 10 000 €, ou en fonction de quel type de travaux on le fait, je pense que l'État doit être, là aussi, partie prenante dans le financement pour au moins réduire le reste à charge des ménages. Je comprendrais, comme on le fait sur la rénovation énergétique, que les tarifs appliqués au premier à 4e décile de la population ne soient pas les mêmes avec le 9e et 10e décile. La rénovation énergétique est aussi une politique de justice sociale. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la loi LTE-CV de 2015, c'est l'objectif, lutter contre la précarité énergétique, aider les ménages les plus modestes encore plus, même si on ouvre les aides à l'ensemble des propriétaires. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié ton deuxième point, Henri. Deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'appauvrissement du parc locatif? Parce que, bon, ça a été dit par Jean-Marc, par Daniel, mais il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, et y compris, et peut-être d'abord au détriment des plus fragiles, tout simplement parce que les plus fragiles, on le sait, ça n'est pas juste, mais c'est plutôt des passoires énergétiques qui leur sont louées, notamment par les particuliers, plus que par des professionnels. Et donc, est-ce que c'est pas sur la justice sociale que… Voilà. Là aussi, les personnes qui nous écoutent et nous regardent, si elles ont suivi mes travaux à l'Assemblée, savent à la fois ma passion, je vais même jusque-là, ma passion et puis mon souhait de préserver et de développer le parc locatif privé. J'ai mené des travaux en ce sens, notamment avec la loi Elan et le rapport loi en confiance que j'avais remis au gouvernement. Et donc, évidemment, quand on a réfléchi avec Emmanuel Vargon à ce degré de coercition qu'on mettait dans la loi, tous les deux, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque, en effet, de voir des logements sortir du parc locatif privé? Et pour moi, là aussi, la condition pour inscrire dans la loi cette coercition, c'était de se dire, de réunir le triptyque dont j'ai parlé, information, accompagnement, financement. À partir du moment où on crée les conditions pour y arriver, pour moi, il n'y a aucune raison demain que des logements sortent du marché. J'attire l'attention aussi, et je le redis, sur la question du confort, mais aussi la valeur des biens. Et ça, je pense que les professionnels que sont Jean-Marc Torolion et Daniel Dubrac pourraient en attester, c'est-à-dire que, et ça vaut encore plus, il faut se le dire, dans les zones détendues. Mais un bien qui demain n'est pas rénové, étant donné qu'on va tirer tout le monde vers le haut, à un moment donné, il va aussi y avoir un message auprès des propriétaires qui vont se dire bon, ben, si tout le monde va vers du A, B, C, D et que moi je reste en E, F, G, forcément mon bien va perdre de la valeur. Donc après, la question c'est comment en effet on permet à tous les ménages et les ménages les plus modestes. Je n'oublie pas que pour certains ménages, 500 € ou 1 000 € de travaux, y compris sur une dépense totale de 20 000 € avec des aides publiques derrière, ces 1 000 € sont conséquents et peuvent parfois être la barrière, l'obstacle pour ne pas faire la rénovation énergétique. Donc il faut évidemment, et moi je l'ai bien en tête, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'en finirai là pour reboucler, que je suis très ouvert à ce qu'on crée de nouveaux dispositifs fiscaux pour accélérer cette rénovation. Évidemment, toutes les propositions qui ne créent pas de dépenses supplémentaires pour l'État, ou en tout cas qui permettent de créer un cercle fiscal, économique vertueux, sont les bienvenues, mais je note avec intérêt les propositions de Jean-Marc Torolion.
Et donc, là, rendez-vous pour l'élaboration du projet de loi de finances. Alors, Jean-Marc, vous voulez intercaler une observation. Je vais quand même donner la parole à Daniel parce qu'elle l'attend depuis un moment. Jean-Marc m'en voudra pas, mais j'ai bien en tête que juste après, il veut rebondir, je crois, sur les plus récents propos de Michael Nogal. Daniel. Moi, je veux rebondir sur le fait qu'il faut absolument qu'on dispose d'une loi de programmation pour figer les aides publiques. On a bien noté la pérennité des aides dans le temps, l'amendement de Michael Nogal hier. Mais attention, c'est très bien que MaPrimeRénov', par exemple, ça s'arrête en 2023. Dans les budgets qui ont été votés, il y avait le F et le G, mais il n'y avait pas le E. On sait très bien que la temporalité des travaux en copropriété, Dieu sait s'il y a des logements locatifs privés qui sont situés en copropriété, il y en a à peu près 60% en copropriété, donc vous savez très bien que c'est difficile de voter, il faut du temps au temps. Donc, qu'est-ce qui a été prévu là-dessus? Sur le DPE, aujourd'hui, le DPE opposable au 1er juillet, les méthodes définitives des logiciels du nouveau DPE ne sont pas encore disponibles. Donc, pour reboucler sur l'étude d'impact qui était évoquée par Jean-Marc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus de vision sur les logements nouveaux DPE. Aujourd'hui, il n'est pas possible pour les diagnostiqueurs immobiliers d'anticiper en produisant un DPE qui vaudrait nouveau DPE réglementaire à partir du mois de juillet, ce qui fait que nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose d'en informer les vendeurs et les acquéreurs de ce statut de DPE qui est disponible pour un bien, avec l'ancienne méthode et la nouvelle méthode, et puis ensuite on se retournera vers le Conseil supérieur du notariat et vers les notaires pour voir qu'est-ce qu'ils conseillent en matière de transactions, et les transactionnaires seront en première ligne sur ce sujet-là. Je voulais dire qu'on partage toutes les dispositions fiscales qui ont été mises en avant par Jean-Marc, et je l'en remercie, ça fait partie du communiqué de presse. Nous avions aussi dans notre syndicat, nous avons les promoteurs rénovateurs, ce sont les marchands de biens qui acquièrent des biens existants à destination d'habitation ou non, mais d'habitation et de réhabilitation et remise sur le marché. Et on avait des propositions à faire qui étaient d'étendre MaPrimeRénov' à ces professionnels de la rénovation, et dans le cas d'une rénovation globale de l'existant, rendre possible l'application du taux réduit de TVA sur des postes qui entrent dans le champ d'application de la rénovation énergétique. Donc moi, j'entends bien le fait que la loi climat et les précédentes lois climat, avec les objectifs de 2050 et la réduction forte des effets à gaz à effet de serre, sont nécessaires à travers les travaux du parc locatif privé en France, mais je ne vois toujours pas comment on va rendre le calendrier de la rénovation réaliste. Autant sur les F et G, on pouvait s'accorder à retrousser chacun d'entre nous nos manches pour pouvoir faire voter les travaux, notamment en copropriété. Mais avec les E, nous sommes quand même un petit peu inquiets. Et je crois qu'on peut être inquiet aussi sur les logements qui seront en précarité énergétique et qui vont sortir des locataires du parc privé, puisque les propriétaires bailleurs ne pourront plus louer s'ils n'ont pas fait ces travaux-là. Je pense qu'il faut un tout petit peu plus de temps. J'entends bien la notion de transition écologique et de nécessité de lutter contre le dérèglement climatique. Après, on a dit que les économies d'énergie seront là. Et effectivement, la valorisation du bien après les travaux, ce qu'on appelle nous la valeur verte à UNIS, on y travaille énormément. Ça fait vraiment partie de la sensibilisation des acquéreurs à travers les travaux que cette valeur verte. Mais pour autant, vous allez aussi avoir l'énergie qui va augmenter, quoi qu'il arrive. Et donc, ces travaux-là, ils vont en retour d'investissement. On ne parle jamais de retour d'investissement sur des travaux avec les propriétaires à qui on va faire voter des travaux. On parle plutôt de valeur verte, c'est-à-dire que ça ne soit pas que la localisation du bien, mais aussi les travaux de rénovation faits par un logement qui vont primer sur la valeur du prix du logement. Mais je ne sais pas, franchement, sincèrement, je ne vois pas trop comment on va faire. J'entends bien que les députés étaient unanimement d'accord, mais je tiens quand même à dire qu'au-delà de l'étude d'impact qui n'a peut-être pas été faite, les budgets sont-ils votés et est-ce qu'on disposera vraiment d'une loi de programmation pour sanctuariser les aides, quand bien même que c'est bien prévu dans un amendement et quand bien même que nous, dans un article 44, nous l'avons aussi suggéré à M. Nogal. Daniel, avant de donner la parole à Jean-Marc, oui, je commence comme ça pour qu'il ne pense pas que je l'ai oublié. Je fais quand même une observation de Huron, sans prendre parti. 2034, c'est l'échéance attachée à la catégorie E, si je ne me trompe pas. C'est quand même lointain. Ça fait 13 ans. Nous sommes en 2021. Est-ce que 13 années,
outre que c'est un nombre porte-bonheur, mais est-ce que ça ne suffit pas lorsqu'on a un client propriétaire bailleur dans son portefeuille pour le conduire à l'épargne nécessaire, réunir l'ingénierie? On parle quand même de 13 ans. Je veux dire que je mesure aussi la relative modération qui a été celle des parlementaires. Je ne prends pas parti, je pose une question très, très concrète à un administrateur de biens que tu es. Henri, tu as raison, mais rappelle-toi que pour tout ce qui est des rénovations des logements G, c'est d'ici 2025. Aujourd'hui, on est en 2021, donc on voit bien que c'est quand même très court. Et donc là, après, il y a effectivement le décalage avec le plan pluriannuel de travaux dont les modalités d'entrée en vigueur s'étalent de 2023 à 2025. Oui. Donc voilà, il y a quand même des difficultés de calendrier, de déroulement, de séquencement, puisqu'il faut quand même avoir un audit, un diagnostic technique global pour ensuite envisager un plan pluriannuel de travaux. C'est pour ça qu'on a fait quelques amendements sur ce sujet-là et qu'on espère bien que M. Nogal les analysera avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intérêt comme il sait le faire. Parfait. Jean-Marc, et j'intercale une petite incise technique pour Milena et Valentin. Il paraît qu'on ne peut plus entrer, que la salle est pleine. Voilà, c'est ce qui m'est dit par plusieurs participants qui frappent à la porte. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, autrement qu'on me donne les consignes sur mon téléphone. Jean-Marc. Une petite remarque quand même. On peut pas faire peser uniquement sur le parc privé locatif l'économie en émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur du logement. Donc, c'est là où je voudrais quand même qu'on mesure bien les choses. C'est-à-dire que on est sur un des piliers. Il y a 4 piliers, hein, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, dans la politique française du logement. Il y a le parc social, il y a un parc privé locatif fort, l'accession et l'aide personnelle. Là, on attaque un seul pilier, le parc privé locatif. Et on fait le pari qu'il n'y aura pas de désinvestissement et on fait le pari qu'il n'y aura pas d'effet de bord. Moi, je suis assez pessimiste là-dessus. C'est en ce sens que même si 13 ans, ça paraît long, je rappelle que, et j'ai eu l'occasion de le dire également lors du débat LCP, l'industrie de l'immobilier, l'immobilier au sens large, c'est l'industrie du temps long. Il n'y a jamais d'effet d'offre, il n'y a jamais de choc d'offre. Tout ça, on s'est planté chaque fois qu'on l'a voulu. C'est l'industrie du temps long. Et il faut amener l'ensemble de nos concitoyens sur la vertu qui nous est tracée par la proposition qui nous est faite. Et de ce point de vue-là, je pense encore une fois qu'on se trompe. On se trompe parce qu'on ne va pas y arriver. Alors, j'entends bien l'argument. Il y a un argument qui m'a été servi, que j'ai trouvé plutôt assez pertinent, et de dire, quand vous serez en copropriété, si vous avez quelques F et G, et puis des E, notamment en chauffage individuel, par exemple, les E, sachant qu'ils ont eux-mêmes une échéance plutôt rapprochée, seront solidaires des F et G. Cet argument, il est entendable. Il est entendable, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est quand on va embarquer notre copropriété, on va l'embarquer sur un projet qui ira bien au-delà de la simple interdiction de louer, et effectivement, on va aller sur une notion de valeur. C'est pour ça que on ne joue pas là, hein. On est vraiment sur des enjeux. Imaginons simplement demain un désinvestissement de 400 à 500 000 logements. C'est-à-dire finalement, quand on connaît la rotation moyenne du parc privé locatif, 500 000 logements en moins dans le parc privé locatif, c'est 100 000 offres par an en moins compte tenu d'une rotation de 20%. C'est pas rien. Et donc, c'est pour ça que je serais, moi, partisan de se donner une échéance un peu plus lointaine pour les E, pour nous laisser le temps, d'autant plus à la filière, qui, à mon avis, aura du mal à s'organiser malgré tout, quand on voit qu'on manque déjà de matériaux de construction aujourd'hui, que tous les délais se rallongent, pour laisser le temps à la filière de se mettre en place. Jean-Marc, j'ai 2 questions. Est-ce que vous avez eu avec Daniel, avec Florian, peu importe, des échanges avec la Fédération du bâtiment ou la CAPEB, c'est-à-dire la crainte que tu viens d'exprimer que la filière amont ne soit pas prête, est-ce qu'elle est avérée? Est-ce que vos homologues côté bâtiment ont les mêmes craintes, ou est-ce qu'ils disent, c'était le propos tout à l'heure de Michael Nogal, nécessité fait loi, vous nous donnez un cap et une perspective, on va y arriver? Moi, je pense que tracer une perspective,
ça me semble indispensable pour cette industrie, effectivement, dans la mesure où elle réalisera et les investissements et les embauches nécessaires par rapport à un marché théorique considérable. Enfin, j'espère, j'ai demandé d'ailleurs un entretien à Olivier Saleron là-dessus, j'espère véritablement que la CAPEB et la FFB seront au rendez-vous. Aujourd'hui, on manque partout d'artisans. Donc, j'ai presque envie de dire, et là je m'adresse à Michael Noguel, il y a aussi un enjeu de formation et de structuration de cette filière pour justement lui amener les ressources. Au fond, c'est un formidable pari finalement. C'est plutôt assez intéressant en termes d'écosystème. C'est plutôt très intéressant pour la France, d'un point de vue général. Mais elle va répondre une chose aussi. J'aurais pu poser la même question à Daniel, elle pourra répondre à son tour. Votre engagement commun de 50 000 copropriétés en 3 ans, elle l'a rappelé Daniel tout à l'heure. Est-ce que vous estimez, alors il y avait des conditions, elles vont être remplies, hein, ces conditions, c'était un diagnostic obligatoire, collectif, c'est le cas, un plan pluriannuel de travaux, il arrive, et un nouveau mode de calcul, c'était le fameux article 13 qui avait disparu. La satisfaction va vous être donnée sur ce point. Est-ce que ça veut dire que vous ne modifiez pas votre engagement de 50 000, ou est-ce que vous dites les bailleurs dans ces copropriétés confèrent tout ce qui vient d'être dit, ils risquent de ne pas voter et finalement notre engagement, on ne pourra pas le tenir? Ou est-ce qu'on va faire ces 50 000 rénovations collectives en 3 ans? Moi, je pense qu'on va les faire et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que 50 000 copropriétés, c'est 1 million de logements. À l'échelle de ce qui nous est proposé aujourd'hui, si on n'y arrive pas, l'idée c'est de les initier. Si on n'y arrive pas, on sera déjà dans l'échec des objectifs. Par ailleurs, l'idée que nous avons eue avec Daniel, c'est de positionner le syndic justement et de le mettre en lumière par rapport à l'ensemble de l'édifice des accompagnateurs et de rappeler au fond que le catalyseur de la prise de décision au sein de la copropriété, c'est le syndic. C'est à la fois de le mettre en situation de responsabilité, mais aussi en situation d'acteur responsable. Et derrière cela, il y a les obligations de formation du syndic. Et moi, je souscris à ce qu'a dit Michael Noguel. Et on y souscrit d'autant plus qu'on a initié le mouvement Coproverte qui a formé aujourd'hui près de 1700 syndics en France, et Qualitel forme les conseillers syndicaux à côté de cela. C'est-à-dire qu'il y a l'acteur qui est le syndic qui doit initier le mouvement, qui doit embarquer sa copropriété et qui doit se former pour cela. Il y a l'effort de la filière et la structuration de la filière. Je ne peux pas dire devant vous, on doit structurer une filière et me mettre à la marge de cette volonté globale de le faire. Et puis, on a un intérêt RSE, au fond, quand on est chef d'entreprise. C'est-à-dire que quand, moi je trouve que le langage, ça parle à nos collaborateurs. Et c'est bon pour le recrutement aussi au sein de nos agences de collaborateurs de qualité de leur dire, nous sommes dans le mouvement RSE et nous accompagnons nos copropriétaires et d'ailleurs nos propriétaires dans cette chaîne vertueuse. Donc voilà, donc l'objectif est ambitieux. J'ai vu qu'on avait été d'ailleurs vertement critiqué par l'ARC, mais c'est toujours… Mais vertement, c'est déjà bien. Vertement critiqué par l'ARC, mais l'objectif est ambitieux. On ne parle pas à la place de nos copropriétaires. On parle au nom des syndics en responsabilité au sein de 94% des copropriétés de France. Tiens, allez, encore une petite question. Michael va attendre 10 secondes. Le plan pluriannuel de travaux, je n'ai pas entendu quelle était sa durée, sa perspective. Il me semble qu'il est décennal. Ta réaction vraiment de syndic, de praticien, à la fois, je trouve ça très bien parce que comme ça semble donner une visibilité au syndic, à la copropriété. On parle bien du patrimoine et d'une gestion longue. À la fois, est-ce que ce n'est pas un terme extrêmement éloigné? Et est-ce que de manière opérationnelle, on va arriver à faire un PPT de 10 ans dans un immeuble? Moi, je pense qu'on est sur le système américain. Quand vous achetez un appartement en Amérique, vous savez quelle est l'épargne qui est déjà en place, vous savez quels sont les travaux qui ont été faits, les travaux qui vont être faits. Et je pense qu'au fond, on nous avait donné les outils, je le rappelle, dans le désordre, entre le diagnostic technique global, le fonds loi Allure et puis le PPT. On n'a jamais su les mettre en symbiose. La loi Elan nous permet de le faire et ce texte-là va nous permettre de le faire. Et là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une nouvelle approche de l'achat en copropriété qu'il faut avoir.
l'agent immobilier intermédiaire qui demain prend un appartement à la vente va prendre un appartement à la vente dans l'ensemble de l'environnement technico-sanitaire qui lui sera attaché. Et dans cet événement technico-sanitaire, il y aura le DTG, il y aura le DPE collectif et il y aura l'élaboration ou le PPT attaché et l'épargne qui lui est consacrée. Je pense que ce système-là, au fond, il est extrêmement vertueux. À nous, encore une fois, syndic, de le mettre en perspective et à l'ensemble de l'intermédiation, on va dire de l'agent immobilier, l'administrateur de biens au notaire, à le mettre également en lumière vis-à-vis du consommateur. Moi, ce que je crois, c'est que derrière sera attaché, il me semble d'ailleurs avoir eu un petit amendement là-dessus, sera attaché une forme de carte d'identité du bien, c'est-à-dire que derrière un bien dorénavant, il y aura l'intégralité de l'environnement technico-sanitaire, je l'appelle comme ça pour l'instant, rattaché à ce bien, et on voit bien au fond qu'on s'y dirige. Donc, à nous d'orchestrer les outils que l'on nous met à notre disposition. 10 ans, c'est long, mais rien ne nous empêche au sein des 10 ans d'avoir un objectif à quinquennal. Rien ne nous empêche, Roselyne a dit, 2,5%, c'est peut-être pas beaucoup, mais rien ne nous empêche d'avoir une programmation tout à fait différente. Et au fond, c'est là encore, on nous donne les outils, on les prend et à nous de les mettre en musique. Je ferai réagir tout à l'heure Daniel en lui demandant peut-être une petite simulation. C'est une professionnelle de terrain pour savoir ce que sont ces 2,5% des travaux programmés. Parce que j'ai compris que 2,5% c'était moins que 5%, mais l'assiette n'est pas la même. Michael, on a noté d'ailleurs la Sonaille qui était derrière le président de la FNAIM. Hein. Voilà. C'est une Sonaille, voilà. Mais ce n'est pas toi qui l'as autour du cou, mais on la voit derrière toi. Non, je sais sonner les cloches que tu dis ça, hein, voilà. Je sais que tu supportes que ça t'arrive quelquefois. Michael Nogal. Oui, sur quelle question, Henri? Pas sur les Sonailles. Non, mais réaction à ce qu'a dit Jean-Marc. Mais en général, après, je reviens vers Daniel et puis aussi vers Émilie qui va pouvoir peut-être compléter des questions qui n'ont pas été posées ou pas assez complètement. Pour réagir et aller et continuer à expliquer notre intention en tant que législateur, Jean-Marc Torlion vient d'évoquer ce carnet d'information du logement. Vous savez, le carnet d'information, ça fait depuis 2015 qu'on parlait du carnet numérique du logement. Avec Marjolaine Meunier-Millefer, on s'était battu pour inscrire le carnet numérique dans la loi Elan, qui avait été finalement adopté, mais qui, grâce au travail réglementaire qui parfois est un peu obscur, avait disparu. Il revient sous une forme un peu différente, mais ça va dans le même sens. Le carnet d'information, le DPE, l'audit, le PPT, le DTG, tout ça, c'est des outils qui permettent de dire aux Français, voilà où vous en êtes. Et la dimension, je suis d'accord avec Jean-Marc Torlion, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important que les professionnels fassent l'intermédiation dans ce sujet de l'immobilier, parce qu'on le voit, et j'en suis pour partie responsable, de la complexité que représente le logement en France. Mais pourquoi c'est complexe? C'est complexe parce qu'on veut faire mieux pour les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des outils supplémentaires. Qui dit créer des outils supplémentaires dit aussi aller les présenter, aller informer les citoyens, qu'ils soient locataires, propriétaires, investisseurs, propriétaires, occupants, peu importe. On a besoin d'informer les Français, on a besoin de les guider dans ces changements. C'est un des rôles aussi de l'ANIL, qui le fait très bien hein, auprès de tous les propriétaires, auprès de tous les locataires. Le rôle de l'ANIL, je l'ai dit en introduction, il est consacré aussi encore plus dans cette loi climat et résilience. Mais oui, on a un vrai enjeu de copropriété. On a un vrai enjeu de copropriété parce qu'en effet, l'investisseur demain qui se lance dans un achat dans une copropriété, il va falloir qu'il regarde des éléments qui peut-être qui étaient moins importants, pas qu'on ne regardait pas avant. On regarde évidemment l'immeuble dans lequel on va investir. Mais enfin, là, il y a aussi, et ça a été dit par Jean-Marc Torlion, mais un cercle vertueux, parce que je crois que ça va même améliorer l'aspect solidarité et collectif dans une copropriété. Pour ceux qui sont copropriétaires, c'est vrai que quand on a l'expérience des AG de copropriété, c'est un peu chacun tire la couverture à soi et on a du mal à se projeter sur une dynamique collective. Là, de fait, avec les nouveaux outils et puis cette
cette coercition qui va s'imposer malgré tout, ça oblige en quelque sorte à mieux se parler, enfin à plus se parler, et puis à travailler ensemble et à investir ensemble sur la rénovation énergétique. Donc, c'est des mécanismes vertueux, et j'insiste sur le fait que les professionnels de l'immobilier ont toute leur place, tout le rôle à jouer pour là aussi monter en puissance. Enfin, c'est des sujets, des échanges qu'on a depuis longtemps avec Jean-Marc Torolion sur la part des professionnels, notamment dans l'intermédiation locative, mais ça vaut aussi pour la professionnalisation et la montée en compétences des syndics de copropriété. Il faut que tout ça, que tous ces outils qu'on crée dans la loi servent pour le bien-être des Français, pour une amélioration de la qualité de service apporté par les professionnels. Et moi, je suis assez optimiste sur le fait que, notamment grâce aux fédérations, à l'UNIS, à la FNAIM, à Pluriance, on ait des professionnels qui soient formés et qui prennent les devants. Moi, c'est ce que j'attends, et c'est peut-être le dernier message que je porterai devant vous aujourd'hui, puisqu'on s'adresse au cercle des managers de l'immobilier, c'est saisissez-vous des outils. Moi, je le dis très humblement, ce n'est pas moi en tant que législateur qui vais faire les rénovations, ce n'est pas moi qui vais faire le travail, et il est complexe, des professionnels de l'immobilier. Moi, en tant que législateur, je crée les outils, et c'est aux Français, aux professionnels, de se les approprier. Et évidemment, s'il faut adapter les choses, et les professionnels de l'immobilier seront consultés sur l'ensemble des décrets qui seront pris, et ils ne m'attendent pas pour ça, mais ils sont en lien, et je le sais, Jean-Marc Torolion et Daniel Dubrac rencontrent la ministre, rencontrent les parlementaires. Il faut que ça continue, il faut que ce travail collectif, il nous amène collectivement aux objectifs ambitieux, aux objectifs environnementaux ambitieux qu'on s'est fixés. Voilà, alors bien sûr, il y aura aussi l'outil de la loi de finances, ça a été évoqué, c'est-à-dire les outils de nature économique ou financière, avec le budget qui y sera alloué ou qui ne pourra pas y être alloué. Canougal a rappelé dans quelle situation on était, comme d'ailleurs les autres pays. Mais, un petit mot, c'est une réaction à ce que disait Roselyne tout à l'heure. Elle disait, bon voilà, les 2,5% des travaux du PPT, ben, c'est moins que… c'est pas considérable. Voilà, je ne sais plus quel était son mot. Alors, Daniel, peut-être une illustration concrète. On était sur 5%, nous sommes encore sur le régime loi Allure, 5% du budget de la copropriété qui doit être obligatoirement épargné, mis de côté par les copropriétaires. Là, on va passer à 2,5% de travaux votés au titre, votés ou pas, mais votés en l'occurrence au titre du plan pluriannuel de travaux. Une illustration, une copropriété de 25 logements dans Paris, l'immeuble collectif type. Quelle différence? Parce que ça aussi, c'est une mesure de l'impact pour les copropriétaires. Je pense que ça compte. Mais ce qui est important, Henri, franchement, ce n'est pas le 5% du budget courant ou les 2,5% du budget travaux. Ce qui est important d'abord, c'est que les gens épargnent. Ça, c'est très important. Ne dépensent pas comme ils le font aujourd'hui du fait qu'il n'y a pas la portabilité des fonds travaux. Du coup, les gens sont un petit peu s'incitent à dépenser dès qu'il y a des petits travaux à faire et ne pensent pas stratégie de conservation du patrimoine. Et ce qui est important, c'est que la loi climat a remis dans la boucle le plan pluriannuel de travaux. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est le fait qu'il faut absolument que quand il y a l'Assemblée générale qui décide du plan pluriannuel de travaux et qui décide aussi, qui connaît ses financements, que les financements puissent être existants et pérennisés et sanctuarisés au moment du vote. C'est important que à la date de l'Assemblée générale, la décision de valeur d'engagement dans la durée pour ce cadre financier qui doit être pérennisé. Je voudrais dire par rapport à tout à l'heure ce qui a été dit sur le problème de recrutement. C'est vrai que la CAPEB, la FFB vont avoir des problèmes de recrutement. On les a déjà avec les grands travaux, les grands événements comme le Grand Paris Express notamment. On a déjà des problèmes de recrutement de personnes et on s'inquiète qu'il n'y ait que des travailleurs détachés qui puissent travailler sur ces sujets-là. Mais il va y avoir aussi des gens qui vont être au chômage à cause du Covid. Donc, autant les orienter vers ces travaux de rénovation. La rénovation, c'est quand même très important, ça touche un petit peu à tout et ça joue aussi à travers la proximité des gens. Sur les syndics, oui, ils vont être formés, on les forme à travers les différents programmes.
on a des contacts avec IDF Énergie, avec les différents programmes de formation des gestionnaires de copropriété qui eux-mêmes iront donner la bonne parole aux copropriétaires, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas le syndic qui l'initie, mais que c'est le syndicat des copropriétaires qui vote les travaux. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que c'est là où il y a un maximum de logements de bailleurs en copropriété. Voilà ce que je voulais dire. On a signé la charte fer et puis la loi appréhende la problématique du logement par le biais de la rénovation énergétique, tant mieux, mais il y a aussi le fait qu'il y a la réduction du déplacement domicile-travail et les conséquences en termes de logement des salariés qui sont à prendre en compte dans le contexte de la transition écologique. Et nous, UNIS, on a fait des propositions sur le fait d'avoir plus de logements intermédiaires. Le logement intermédiaire, c'est important parce que ça correspond à la majorité des salariés des entreprises qui ont du mal à se loger. Et donc, dans les plans locaux d'urbanisme, on a proposé de relever le taux de constructibilité des zones afférentes de 30% à 50%. Il y a aussi l'aspect des bureaux vides qui pourront éventuellement se transformer en logements. Et là, ça peut être intéressant aussi de faciliter cette transformation dès l'instant où elle est financièrement supportable, avec un relèvement de 30 à 50% du taux de constructibilité ouvert dans les PLU. Et puis voilà. Et puis si jamais il y avait des rénovations qui seraient à exemplarité énergétique, peut-être aussi dans les règles d'urbanisme, avoir le droit à l'expérimentation ou le droit à la dérogation pour porter ces droits un peu plus importants que ce qui est prévu dans le projet de loi. Jean-Marc et Émilie, ensuite, qui pourra poser des questions que nous aurions oubliées et aussi conclure, parce que l'heure a tourné, on n'a pas vu passer le temps, c'était une grande densité. Je crois que Michael Nogal doit nous quitter, il retourne en séance dans pas longtemps. On le remercie s'il veut réapparaître pour nous dire au revoir, s'il est encore là. Je suis là. Chez lui. Voilà. Bon, et ensuite Jean-Marc. Merci à toutes et à tous. C'était toujours un plaisir d'échanger avec la communauté des professionnels de l'immobilier. Rendez-vous pour les courageux à 21h pour suivre les débats de la séance publique. Et puis, bon appétit, à bientôt. Merci, monsieur le député. J'ai regardé, il n'y a vraiment rien d'intéressant à la télévision ce soir. Je crois que ce sera mieux de regarder les débats à l'Assemblée. Pardon, c'est un peu négatif ce que je dis, mais bon, il faut faire que de tout bois. Non, mais au moins, monsieur le député a pu voir que nos deux fédérations, nos deux syndicats parlent, sinon d'une voix unanime, d'une façon quasiment convergente. Je vois. Pour rappeler votre clin d'œil. Je vois ça d'un très bon œil. Merci, Émilie. Merci, Henri. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le rapporteur, président du Conseil national de l'habitat. Jean-Marc, vous voulez dire un petit mot? Je crois que c'était lorsque je parlais de cette différence entre 2,5% de travaux, 5% du budget. J'ai une petite nuance par rapport à Daniel, parce que je pense que au contraire, c'est plutôt important. Et il faut bien comprendre la philosophie du texte. La philosophie du texte a été justement de ne pas faire d'exemption par rapport aux petites copropriétés. Exact. On sait que ces petites copropriétés, c'est celles qui se sont écroulées dernièrement. Hein, c'est jamais, voilà. Et quelle est la philosophie? La philosophie est de dire, c'est pas parce que j'ai un budget de fonctionnement de 6 000 € par an que je vais mettre 300 € de côté par an. La philosophie, c'est de dire, je peux avoir un budget de fonctionnement de 6 000 € par an, mais je peux avoir un PPT qui a mis 500, 600 ou 700 000 € de travaux. Parce qu'on fait le paquet, quoi. On met la toiture, on fait l'isolation thermique, on refait les colonnes montantes d'eau et d'électricité et de gaz, on refait la montée, on change les fenêtres, bref, on met le paquet. On change le mode de chauffage. Voilà. Et donc, finalement, l'idée de ce 2,5 sur le plan pluriel de travaux, c'est ça au fond. Et là, c'est là où ça peut être totalement différent. On peut mettre 2,5 comme on peut mettre 5 ou on peut mettre 6, c'est la copropriété qui le décide. Mais l'assiette, au fond, elle est distincte du budget de fonctionnement parce qu'on sait qu'il n'y a pas de corrélation forcément entre budget de fonctionnement et niveau d'investissement. Et c'est ça l'originalité finalement de cette proposition et ce qui fait que, indépendamment de ça, dans l'élaboration, il y a également le fait que l'utilisation de ces fonds est encadrée. C'est-à-dire que si je n'ai pas anticipé le fait que je voulais repeindre la montée d'escalier, je n'utiliserai pas les fonds votés dans mon PPT pour repeindre la montée d'escalier. Si en revanche, dans mon PPT, j'avais prévu que d'ici 3 ans, après avoir refait les colonnes montantes d'eau et d'électricité et de gaz, on va repeindre la montée, alors oui, je pourrais utiliser les fonds. Donc, ce n'est pas anodin. Et donc, c'est au syndic, là, d'utiliser cet outil en l'expliquant bien aux copropriétaires
et en utilisant au maximum cette faculté d'anticipation. Est-ce qu'on n'est pas, tiens, un mot de président d'école, est-ce qu'on n'est pas sur un changement de métier? Est-ce que le syndic ne devient pas enfin un gestionnaire de patrimoine collectif avec un terme long, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit encore beaucoup comme un gestionnaire du quotidien et un apporteur de solutions à des petits problèmes? Alors ça peut faire l'objet d'un vrai colloque, parce que finalement, voilà. Quand on voit que nos modalités de prise de décision en copropriété sont, quoi qu'on en dise, assez impactées par ce que nous vivons et prêtes à réfléchir de savoir si l'Assemblée générale, c'est le lieu où on passe 4 heures à discuter de quelque chose ou si c'est le lieu où on ne fait qu'entériner tout le travail qu'on a fait en amont d'explication et tout le travail que l'on a fait en amont, justement, de diagnostic, de plan pluriannuel de travaux et d'exécution. Et donc, je pense, mais là, c'est une opinion personnelle, et il y a le cercle des managers, et je trouve que ça pourrait faire l'objet d'un débat très intéressant, c'est est-ce que le syndic demain, finalement, c'est celui qui est en pivot d'une anticipation et qui sait construire pour sa copropriété son avenir patrimonial, mais soyons clairs, Henri, ça n'empêchera pas le fait qu'il devra résoudre la fuite immédiate, et ça n'empêchera pas le fait qu'il aura à gérer en bon père de famille un certain nombre de charges. Mais on a bien, évidemment, cette perspective. Et pour rendre attractif ce métier vis-à-vis de nos collaborateurs, ce n'est pas en leur faisant perdre 4 heures en assemblée générale le soir qu'on va rendre ce métier attractif. C'est peut-être parce que, justement, nos collaborateurs auront une formation différente et la prise de décision sera peut-être vécue totalement différemment, mais parce que l'anticipation et la façon dont on va présenter et discuter avec nos copropriétaires sera revue. Il y a un champ extraordinaire. Ce serait intéressant, Henri, de faire un colloque sur effectivement le métier de syndic qui change, puisqu'on est quand même dans à la fois des acquis et des prérequis qui sont juridiques, bien sûr, de comptabilité et de droit de la copropriété, mais pour autant, on devient aussi des gestionnaires de communauté. On se rend compte, par exemple, pour l'acceptabilité de la rénovation et le vote de travaux, il faut savoir discuter. Et puis, au-delà de ça, il faut aussi des connaissances avec des outils collaboratifs numériques, puisque le numérique aide beaucoup, de simulation. Donc, c'est vrai que le métier a changé et c'est vrai que ça pourrait être vraiment le sujet d'un débat. Et puis, en ce qui concerne l'attractivité du métier de syndic, quand on voit que les plans pluriannuels de travaux sont sur des longues durées, il faudrait déjà penser à ce que les gestionnaires puissent avoir des contrats de syndic qui soient un peu plus allongés que les maximums de 3 ans et peut-être envisager de les passer à 5 ans pour qu'il y ait vraiment une possibilité de voir des affaires sortir et des affaires exécutées et sans arrêt de ne pas être sur des bouts simplement de travaux ou de dossiers et puis qu'ensuite on passe à autre chose. Donc la durée d'un mandat de député, par exemple. Hein, voilà, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Bon, parfait. Émilie. Oui, merci Henri, merci Daniel et Jean-Marc. Oui, alors on voit bien ce soir qu'on n'aura pas de réponse sur nos propositions de d'exécutabilité de ces travaux, voilà, dans le cadre d'un nouvel de façon de repenser la fiscalité des travaux de rénovation énergétique, qu'on en reparlera donc effectivement lors des débats sur la loi de finances. Il reste que ce soir, comme toujours et plus encore aujourd'hui, le rôle de l'administrateur de biens, qu'il soit syndic, agent immobilier ou gérant, c'est d'être encore et toujours le chef d'orchestre de ces travaux, de cette gestion de patrimoine, de cet habitat collectif, et que plus encore aujourd'hui, même si son rôle d'AMO donc est sanctuarisé dans la loi et en partie financé, nous on reste quand même sceptiques sur le financement du reste à charge des quotes-parts de travaux de chacun des propriétaires. Et je pense, en écoutant toute la conférence, on va se retrouver assez facilement dans la même situation que la loi d'Eurobien dans les travaux de rénovation des ascenseurs, dont les délais avaient été reportés plusieurs fois. Et la même mise en œuvre de cette loi va de toute façon être sous un prochain gouvernement vu le timing. On appliquera cette loi, qu'on change ou pas de président de la République, ce sera un nouveau gouvernement. Et donc, je pense que nos deux syndicats seront là pour rappeler qu'on va avoir des problèmes de délai d'application. Merci beaucoup, Émilie. En ce qui me concerne, je voudrais remercier, je crois que je me fais le porte-parole parce que j'ai aussi, je cite les questions, mais je pourrais citer
des appréciations très favorables sur la qualité des débats. J'en ai lu de nombreuses. Ce sont des compliments qui vont à Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, qui était avec nous, à Michael Nogal, il vient de nous quitter, mais il a pris une part évidemment majeure à ce débat, à Daniel Dubrac, président de l'UNIS, à Jean-Marc Torolion, président de la Fédération nationale de l'immobilier. Pour moi, je vous donne rendez-vous dans un mois, le 4 mai, car la date en est fixée. Je vous réserve la surprise du thème, on est en train d'y travailler, mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà faire une croix dans votre agenda, 4 mai, 17h. Émilie, je te laisse le mot de la fin de l'hôtesse. Merci beaucoup, merci Henri, merci donc à tous nos débatteurs et à tous nos auditeurs pour cette nouvelle conférence. Effectivement, Henri l'a dit, notez bien la date du 4 mai pour la prochaine conférence. Voilà, on est toujours heureux de se retrouver au sein du cercle et vous pouvez retrouver d'ici quelques jours le texte de cette conférence, la vidéo sur le site ainsi que la biographie de tous les intervenants, comme à chaque fois. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt.